Where do they come from, these pagans? I have never in my life seen men fight as these Northmen fight. Believe me, there's something devilish in the way they look, in their lack of fear in the face of death. Are these pagans not men like we are? Pagans! Bonjour à tous, bienvenue sur Pagans TV, c'est Oleg pour une émission spéciale, un métapagan. Aujourd'hui, on va débroussailler un petit peu l'histoire de la Gaule avec Pascal Cazotte. Salut Pascal. Salut Oleg, et j'adresse aussi mon salut à tous tes abonnés naturellement. Je pense que ça va leur faire plaisir de te découvrir puisque tu connais pas mal de choses qui nous intéressent. En l'occurrence, aujourd'hui, donc on va évoquer la guerre des Gaules. Et a priori, en plus, tu as des choses à nous apprendre. Tu as une petite révélation à faire à ce sujet. On va même dire que c'est une grosse révélation. Et d'ailleurs, cette révélation, elle va prendre une bonne partie de l'émission, sans doute, hein, parce que c'est assez important ce que j'ai à dire à ce sujet-là. Alors, donc c'est la première fois donc je participe à une de tes émissions et je te remercie de m'avoir invité, naturellement, hein, j'en suis très flatté. Alors, donc, oui, donc je démarre. Tu peux te présenter un petit peu, peut-être en quelques mots, pour ceux qui te découvrent globalement. Tout à fait. Eh bien, pour ceux qui me découvrent, je vais leur dire tout simplement que je suis historien et écrivain. J'ai écrit plusieurs ouvrages et je collabore depuis déjà plusieurs années à des magazines, à différents magazines, mais qui ont tous, on va dire, comme dénominateur commun l'histoire pratiquement. Hein. L'histoire, c'est vraiment ma passion de toujours. Et je suis plus ou moins spécialisé, on va dire, dans l'histoire, on va dire, secrète. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et donc, dès qu'il y a des dessous de l'histoire à découvrir, ça, c'est quelque chose qui m'émoustille et j'aime bien après en faire part au plus grand nombre. Voilà. Donc, eh bien, si tu veux, maintenant, je vais. Écoute, on y va. Hein. De toute façon, nous, c'est pareil. Et moi, le premier, la contre-histoire, l'histoire un peu cachée, secrète, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que c'est ce qui permet de comprendre le vrai sens de l'histoire, le vrai déroulement de l'histoire. Hein. Comme Napoléon disait, hein, de toute façon, l'histoire n'est qu'une fable sur laquelle tous les puissants sont d'accord. Si on veut vraiment comprendre le sens de nos existences et de l'histoire, faut fouiller, quoi. Hein. Il y a un travail à faire. C'est sûr. Alors en plus, si tu me parles de Napoléon, qui est vraiment mon sujet de prédilection, mais bon, ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, eh bien, allez, on démarre. Donc avec cette fameuse guerre des Gaules, hein, qui a commencé en 58 avant Jésus-Christ. Alors à l'origine, on a un personnage. C'est Jules César, que tout le monde connaît naturellement. Alors Jules César, qui a d'abord, en 59 avant Jésus-Christ, été élu consul, hein, donc consul à Rome, il faisait partie des dirigeants, on va dire, de Rome, et l'année d'après, parce que le consulat, ça pouvait durer qu'un an, il est nommé proconsul. D'une grande province, hein, une province, c'est plus qu'une province d'ailleurs, parce que ça va englober plusieurs territoires, puisqu'il y aura l'Illyrie, il y aura la Gaule cisalpine et la Gaule transalpine, qui est à peu près notre France d'aujourd'hui. Voilà. Il faut savoir également une chose, c'est que il a par contre beaucoup d'ennemis au Sénat. Et il y a une procédure judiciaire qui est lancée contre Jules César. Alors, je ne sais pas si elle était justifiée ou pas, cette procédure. Toujours est-il que pendant plusieurs années, il ne va pas retourner à Rome. Pour la bonne et simple raison que s'il est retourné à Rome, il serait de suite, peut-être pas emprisonné, mais au moins il serait de suite convoqué devant des juges. Donc ça, il n'a pas trop envie. Alors, il va bénéficier de son statut de proconsul, puisque un citoyen romain à qui on a donné une mission à l'étranger, on peut dire qu'il bénéficie d'une immunité totale. Voilà, on n'a pas le droit d'aller se saisir de lui, donc tant qu'il reste en dehors de Rome, il est tranquille. Et c'est ce qu'il va faire le plus longtemps possible. Il va même se débrouiller pour faire en sorte que son proconsulat soit renouvelé naturellement. Alors,
Là, tu nous apprends déjà une petite chose, parce que c'est vrai que globalement, tout le monde ignore qu'en fait, Jules César avait des démêlés avec la justice de son pays, quoi. Et oui, tout à fait. Alors donc, Jules César, par contre, son objectif, c'est de devenir le maître de Rome, hein, le maître incontesté de Rome. Il a formé ce qu'on appelle un triumvirat avec deux élites romaines que sont Pompée et Cassius. Et donc, ce triumvirat, pour le moment, marche très bien et on peut dire qu'ils ont la main mise sur Rome à trois. Mais lui, son but, c'est de devenir le seul maître, naturellement. Et ce qu'il va faire, surtout Jules César, il va se servir de cette Gaule transalpine et donc au moindre prétexte, il va intervenir dans cette Gaule transalpine qui, comme je le disais tout à l'heure, ça représente plus ou moins notre France actuelle. Et pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, il veut obtenir des victoires militaires pour son prestige personnel et pour que ce prestige parvienne jusqu'aux citoyens de Rome. Et il veut aussi se constituer une véritable fortune, parce qu'il faut bien voir que la guerre des Gaules, ça va être un pillage systématique des cités gauloises. Et également, tous les prisonniers qu'il va faire, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, et il va y en avoir, je crois, 1 million à peu près qui vont être vendus comme esclaves. Alors tu imagines cette somme considérable que ça représente. Il va se constituer un trésor de guerre, mais fabuleux, fabuleux. Alors, il va pas tout garder pour lui, naturellement, puisque ses légionnaires vont en profiter, hein, il va être très généreux avec ses légionnaires, mais également, il va en faire profiter la population romaine. Il donnait, je ne sais plus combien de sesterces à chaque citoyen romain, il a fait construire un nouveau forum, en fait tout ça pour son prestige personnel et pour s'attirer les bonnes grâces du peuple, naturellement, toujours dans l'objectif de devenir le seul maître de Rome. Ça, c'est son plan, qui est arrêté dès le départ, il faut quand même le savoir. D'accord. Un plan despotique basé sur l'exploitation, sur la colonisation et l'asservissement des populations voisines de l'Empire, quoi. En l'occurrence. Absolument. C'est exactement ça. Avec cette Gaule transalpine qui va être l'objet de toutes ces attentions, enfin ces attentions, plutôt de sa prédation, on va dire. Ça sera le terme plus exact. Alors, ça commence à 58 avant Jésus-Christ. Il est d'abord appelé par les Éduins, parce que les Éduins, ils sont envahis à l'époque par les Helvètes. Alors, les Éduins, c'est un peuple de la Gaule. On va dire que leur territoire correspond à peu près à la Nièvre et à la Saône-et-Loire à peu près, hein, c'est à peu près le territoire qu'ils ont. Et donc ils voient l'invasion des Helvètes. Alors les Helvètes, donc c'est plutôt du côté de la Suisse, hein, naturellement. Et les Helvètes, bon ils partent conquérir un nouveau territoire parce que ils connaissent une famine chez eux. Enfin, on ne sait pas trop exactement, mais on sait qu'ils sont obligés ce peuple est obligé de migrer, hein, voilà. Surpopulation. Oui, notamment, c'est arrivé souvent ça. Ben, tu sais, c'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs dans l'histoire des peuples celtes. Hein. Quand ils étaient trop nombreux, ben, il fallait qu'ils partent et qu'ils aillent vers d'autres contrées. Hein, tout à fait. Tout à fait. Les migrations celtes sont motivées généralement par soit la famine, soit la surpopulation. Mais c'est rarement l'impérialisme et l'avidité qui poussent les déplacements. Ah, ça n'a rien à voir. Ça, c'est sûr, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il y a une chose qu'il faut d'ailleurs remarquer, c'est que chaque fois que les Celtes sont arrivés sur un territoire et qu'ils l'ont conquis quelque part, ils ont toujours fait en sorte de s'intégrer et d'intégrer les populations chez lesquelles ils arrivaient, si tu veux. Mais jamais avec une volonté d'asservir, non, c'était plutôt un partage de culture, un partage de connaissances. Et ils vivaient toujours dans une très bonne entente hein, avec les populations indigènes, si tu veux. Il y a pu y avoir bien sûr lorsque la pression était trop forte, des conflits, ça c'est sûr, hein, mais ça n'avait rien à voir avec l'esprit romain, rien du tout, hein, ça c'est clair. Voilà, ça je tenais à le préciser. Hein. Je suis complètement d'accord, c'est vrai que l'esprit romain c'est vraiment plus basé sur l'avidité financière, la cupidité, quoi. Ah ouais. Ah ben ce sont deux mondes qui s'opposent là, complètement. Hein.
Complètement. Et d'ailleurs, je peux te dire, bon, je ferai peut-être un aparté là-dessus. Je regrette d'ailleurs que cette civilisation celtique ait été détruite quelque part par la civilisation romaine, parce que si on descendait davantage de cette civilisation celtique, sans doute que notre monde actuel serait beaucoup mieux que ce qu'il n'est aujourd'hui. C'est ce que je pense, du moins. Voilà. Partagé. Donc, voilà. Donc je reviens au début de l'entrée de Jules César et de ses légions en Gaule transalpine. Donc il est appelé par les Éduins qui voient donc l'invasion de leur territoire par les Helvètes. Les Helvètes d'ailleurs qui ont même détruit leurs maisons, etc. pour être sûrs de n'avoir aucun regret de pas revenir en arrière. Et les Helvètes, ils vont progresser quand même assez loin puisqu'ils vont arriver jusqu'à Bibracte. Alors Bibracte, on ne sait pas trop à quelle ville ça correspond. Est-ce que c'était près de Nevers ou d'Autun? Enfin voilà. Bon, toujours est-il qu'ils vont progresser assez rapidement, mais ils vont se faire exterminer par les légions, bien sûr, romaines. Et toujours dans cette année 58, il faut noter aussi une invasion des Germains, les Germains d'Ariovistes, hein, qui vont pénétrer jusqu'en Bourgogne. Et là encore, Jules César va intervenir avec ses légions, il va les repousser. Donc ça, c'est l'année 58. Durant l'année 57, Jules César va également s'opposer aux tribus celtes de Belgique. Mais il faut savoir que ces tribus celtes de Belgique, on considère que ces tribus prenaient place déjà au nord de la Seine. Hein. C'était pas uniquement la Belgique, c'était carrément des territoires situés au nord de la Seine. La Picardie, là je aussi, crois que la Picardie était belge. Oui. Oui, absolument. Et donc, il va y avoir encore des batailles colossales, et puis bien sûr des villes détruites, parce que il faut bien voir que Jules César, il faisait plus souvent aucun quartier. Hein. C'est quand une ville se rebellait, ben on la rasait. Avant, on la pillait, bien sûr. Hein. On la vidait de ses richesses, on la détruisait. D'ailleurs, je crois que c'est Suétone qui avait dit que Jules César détruisait les cités plus par avidité, donc pour le pillage, que pour punir telle ou telle peuplade. Voilà, il y avait toujours ce but recherché de Jules César de s'enrichir. Hein. Ça a été une constante, on va dire, tout au long de la guerre des Gaules. Voilà. Donc, en 57, comme je le disais, il fait la guerre au peuple de la Belgique. Ensuite, on arrive en 56. Et en 56, là, il va s'attaquer à une autre peuplade celte, les Vénètes. Hein, les Vénètes qui correspondent à peu près à la Bretagne, si tu veux, leur territoire. Et là, c'est une guerre flotte contre flotte. Hein, et bon, là aussi, il va remporter des victoires, Jules César, et puis il va massacrer la population. Enfin bon, là, c'est toujours pareil, destruction, des meurtres, des exécutions. C'est ça toujours que véhiculent les légions romaines derrière elles, hein, toujours en permanence. Ensuite, on arrive à l'année 55, et là, il y a une nouvelle invasion des Germains. Et pour les repousser, donc pareil, il envoie ses légions, mais il va aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'il va faire bâtir un pont sur le Rhin, il va faire une incursion carrément en Germanie, hein, mais il va pas y rester. À cette époque-là, c'est vraiment juste pour signifier aux Germains, vous voyez, je suis très costaud, je suis capable d'aller jusque sur votre territoire, donc maintenant vous restez tranquille et vous bougez plus, voilà. On n'est pas encore dans une optique là de conquérir la Germanie, pas du tout. Là, c'est vraiment pour leur signifier que les maîtres ce sont les Romains, il faut pas s'y attaquer. Voilà, on va dire, c'est ce qu'ils font dans un premier temps. Et on arrive après à l'année 54. Et l'année 54, alors là, il s'attaque à un gros morceau, Jules César, c'est carrément la Bretagne, enfin la Bretagne qui correspond, si tu veux, à l'Angleterre d'aujourd'hui. Hein. Donc, il mène... voilà, tout à fait. Hein. Voilà, ne pas confondre avec notre Bretagne française. Là, on est vraiment dans la Grande-Bretagne, voilà. Et donc, il mène une expédition avec plusieurs navires. Il part avec pas beaucoup de légions au départ. Je crois qu'il y avait que 2 légions. Après, il y a eu d'autres légions qui sont venues, mais voilà. Et par contre, déjà un fait notable,
qui se trouve à ses côtés, Vercingétorix. Vercingétorix, qui est donc un jeune officier de cavalerie à Arverne, hein, il était issu du peuple des Arvernes, de l'aristocratie Arverne, naturellement, et il faisait partie des alliés. Donc, Alors de ça, Jules César. c'est peu connu aussi. Donc Vercingétorix Ah oui, oui. aux côtés de Jules César pour Ah oui, conquérir la tout à fait. Bretagne, c'est-à-dire la Grande-Bretagne à l'époque. En 54. En En 54 déjà. Hein, donc seulement 2 ans avant avant. Jésus-Christ. Oui, oui, tout à fait. Il faisait partie d'ailleurs de ce qu'on appelait les contubernales, c'est-à-dire c'était les compagnons de tente, hein, de Jules César. C'est-à-dire c'était des jeunes officiers que Jules César prenait sous son aile, si tu veux, qu'il formait même au niveau de la stratégie militaire, etc. Donc, et ils étaient devenus amis. Ça on le sait par des récits d'auteurs latins, naturellement. Hein, voilà. Donc déjà, premier contact, si tu veux, entre Vercingétorix et Jules César, qui étaient devenus amis. Hein, on le sait, c'est une là c'est une réalité historique. Hein, il n'y a pas à revenir dessus. Voilà. C'est vrai qu'on sait que les Romains avaient toujours l'habitude d'essayer de prendre les enfants des chefs des tribus dites barbares et ils les prenaient pour ensuite les former à l'école romaine. Ils les prenaient en bas âge et ensuite ils leur donnaient une éducation romaine dans le but justement d'arriver à ce genre de situation, quoi. C'est-à-dire de récupérer. Oui, puis ils avaient toujours des troupes auxiliaires, si tu veux. Et là, en l'occurrence, les Arvernes avaient donné un contingent de cavalerie pour accompagner les légions romaines. Ça faisait partie des auxiliaires, des troupes auxiliaires, naturellement. Donc hein, les Arvernes ont commencé déjà à s'allier avec Rome. Oui, parce qu'ils n'étaient pas contre Jules César. Jules César les avait jamais attaqués. Ils avaient des rapports assez cordiaux, hein, si tu veux, au départ, comme les Iduins, pareil. Hein, mais les Iduins, déjà, ils commençaient, bien qu'ils étaient toujours du côté romain dès le départ, si tu veux. Sauf, bien sûr, on le verra, en 52, ils vont commencer à se rebeller. Ils supportaient quand même de plus en plus difficilement la romanisation qui se mettait en place parce que déjà Jules César voulait avoir un droit de décision sur beaucoup de choses qui intéressaient les Éduins et normalement qu'ils n'auraient pas dû le regarder, mais ils n'hésitaient pas à prendre quand même des décisions concernant on va dire, dans la vie de tous les jours des Éduins. Il y avait quand même une certaine romanisation, si tu veux, qui commençait à se mettre en place et plus ou moins supportable. Et cela s'entend. Et je crois que c'est les rapports commerciaux, en fait, les intérêts commerciaux qui ont tissé en fait des liens entre ces tribus gauloises finalement qui collaborent un petit peu avec l'Empire, puisque je sais que les Éduins, ce sont eux qui ont été les premiers gros importateurs de vin en Gaule, de vin italique, et que c'était un peu l'innovation parce que, d'après ce que j'ai lu, les Gaulois, avant, buvaient rarement du vin, c'était surtout de l'alcool plutôt... c'était la cervoise, hein, c'était oui. une sorte de bière plutôt. Les Éduins ont vraiment collaboré avec Rome pour importer beaucoup de vin, et en gros pour importer la culture romaine, et donc un petit peu commencer à acculturer les Celtes avec cette culture romaine. Alors, d'après la petite histoire, bon, je ne sais pas si ce fait est historique ou pas, mais ça serait un artisan helvète qui aurait travaillé à Rome et qui aurait ramené après en Gaule justement les premiers amphores de vin pour leur faire goûter ce fameux vin romain et qui aurait plu naturellement aux Gaulois. Et voilà. Oui, comme tu dis. Donc des rapports commerciaux au départ, c'est vrai. Voilà. Ouais, comme quoi le commerce, faut s'en méfier, hein, parce que... Bon, laisse continuer. Mais attends, je vais te dire autre chose. Il faut pas oublier non plus qu'en 386 avant Jésus-Christ, tu as Brennus, qui était le chef des Sénons de l'époque, en 386 avant Jésus-Christ, donc ça remonte. Hein. C'était le premier à s'emparer de Rome. Hein. Et ça, je crois que les Romains l'ont toujours eu en travers de la gorge, ça, si tu veux, cette prise de leur cité par des Gaulois, ça, c'était insupportable pour eux. Ouais. Et oui. Bon, alors, donc, je continue. Je suis arrivé à l'année 54. Alors, précisons aussi que lors de cette année 54, où je t'ai parlé donc de l'invasion de la Grande-Bretagne par Jules César et ses légions, il y a aussi la révolte d'un chef
de la Belgique, c'était Ambiorix qui était le chef des Éburons, et à un moment donné, il a failli mettre quand même le pouvoir romain, on va dire, en panique, parce qu'il avait quand même, avec ses hommes, détruit une légion entière, hein, c'est pas rien. Et après, il avait mis le siège devant un autre camp romain, mais finalement, il a été chassé par les autres légions romaines. Voilà. Mais enfin bon, déjà, une bonne petite rébellion du chef Ambiorix, déjà dès l'année 54. Voilà. Lui, sa tribu, c'était, je crois, vers la Belgique ou vers la Flandre. Oui, mais c'est ça, parce que c'était un des peuples de la Belgique celtique, comme on appelait, hein, voilà. Ouais. Alors on arrive maintenant à l'année 53, où là, il va se passer quand même pas mal de choses. Alors l'année 53, si tu veux, bon, la Gaule est pacifiée. La Gaule est pacifiée. Et il a vaincu sur tous les théâtres d'opération. Normalement, il n'y a plus de soucis. Sauf qu'on est 3 ans avant la fin du proconsulat de Jules César. Son proconsulat se terminant en 50, avant Jésus-Christ. Voilà. Or, il a beau avoir été vainqueur partout, il y a quand même un potentiel, on va dire, en Gaule, qui pourrait permettre aux Gaulois de reprendre tout simplement leur indépendance. Hein. Ils ont encore des forces vives. Il y a aussi un esprit de revanche, hein, qui est véhiculé notamment par les druides, parce que les druides, ce sont les premiers d'ailleurs à subir, on va dire, la répression césarienne, hein, parce que alors là c'est pareil, le souci avec les Celtes, ça c'est le reproche qu'on peut leur faire, c'est qu'ils ne nous ont laissé aucun écrit, puisque toute leur connaissance, notamment des druides, était transmise de façon uniquement verbale. Hein. Donc, tout ce que nous avons, ce sont les écrits d'auteurs latins, pour la plupart, avec lesquels il faut être assez méfiant, mais notamment les écrits de Jules César, qui, dans sa guerre des Gaules, lorsqu'il nous parle des druides, c'est pour les salir, c'est pour les montrer comme des gens qui vont faire des sortes d'holocaustes, qui vont sacrifier des victimes, tout ça, enfin voilà. Donc, ça c'est le souci, si tu veux, c'est que pour défendre les druides, le problème, nous n'avons pas d'écrit, hein, c'est ça le souci. Hein. Et quand il y en avait, je crois qu'on les a quand même brûlés. Hein. C'est-à-dire énormément de choses de brûler, peut-être pas à l'époque de César, mais ensuite il y a eu des campagnes quand même d'autodafé un peu partout. On a effacé l'histoire antique avec les bibliothèques d'Alexandrie, là, les bibliothèques. Oui. Ah bah oui, je sais bien. Quand même un paquet. Il y en avait pas qu'à Alexandrie, il y en avait un peu partout. Et on sait qu'il y a eu, bon, ça c'est un autre sujet, mais il y a eu aussi un nettoyage. Donc c'est vrai que c'était la tradition orale chez les Celtes, qu'ils écrivaient pas beaucoup, mais je pense aussi qu'on a aidé à faire en sorte qu'il n'y ait aucun écrit. C'est mon opinion. Ben, si tu veux, s'il y avait des écrits effectivement à la bibliothèque d'Alexandrie, alors il faut savoir aussi que la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé sous Jules César. Hein. Il était en Égypte à l'époque. Hein. D'accord, c'est merci. Pas pour rien. Donc, il y en a eu plusieurs des campagnes pour brûler. Mais après, lorsqu'il est venu après mettre Cléopâtre donc à la place de son frère, hein, donc en Égypte, il est arrivé avec ses légions et bizarrement, lors d'un petit conflit entre Égyptiens et Romains, la bibliothèque d'Alexandrie, comme par hasard, est partie en fumée. Ouais. Et ça, c'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Quand on veut anéantir une civilisation, on s'attaque à l'intellect, à la tête, hein. Ouais. Malheureusement. Et oui. Et donc, et puis je vais te dire, on s'attaque aussi à son histoire. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, je crois que c'était Mitterrand. Bon, c'est pas que j'apprécie Mitterrand, hein, loin de là. Mais je crois qu'il a une phrase quand même assez intéressante en disant qu'un peuple sans histoire, c'était un peuple sans avenir, quelque chose comme ça. Enfin, tout ça pour dire que c'est très très important d'avoir des connaissances en histoire, de se référer à notre histoire. Voilà, donc c'est quelque chose pour moi qui est essentiel, si tu veux. Hein. Voilà. Parfait. Car celui qui le place. Et oui. Car celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Hein. Donc, Et puis n'oublions pas aussi un autre point, c'est que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. C'est pour ça aussi qu'il faut se méfier de ce qu'on peut aussi découvrir dans l'histoire. Et il faut avoir un esprit très critique et savoir des fois analyser au-delà de ce qu'on peut nous apprendre, si tu veux. Voilà. Allez, après ces quelques apartés, je reprends mon récit. Alors, donc, en 53, comme je le disais,
Jules César s'inquiète. Il s'inquiète parce que il voit arriver la fin de son proconsulat. Les druides de leur côté savent que bon, d'ici 3 ans, ils sont débarrassés de Jules César, qui, il faut bien le reconnaître, est un génie au niveau militaire. On ne sait pas comment arriver à le battre. Il est tellement fort à ce niveau-là que, bon, et en plus, il n'y a pas, si tu veux, vraiment d'union nationale encore entre les peuples gaulois, donc c'est très difficile de le vaincre. Alors ils se disent des druides parce que les druides sont quand même écoutés de tous les chefs de la Gaule, c'est vraiment des personnages qu'on l'on admire, sont des sages, sont les fameux semnotés aussi comme on les appelle, hein. Et donc les druides ils se disent bon, il n'y a qu'à faire le dos rond, dans 3 ans il sera plus là. Là, à ce moment-là, on va pouvoir reprendre notre indépendance, être libéré des Romains. Et ça, il le sait très bien, Jules César, il le sait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Jules César? Il va faire des provocations, parce qu'il lui faut une rébellion, pas lorsqu'il sera parti, mais il lui faut une rébellion maintenant, pour la mater dans le sang, et puis faire en sorte que les Gaulois n'aient plus jamais envie de relever la tête, tu comprends? Donc la rébellion, il la lui faut maintenant, en 53. Alors qu'est-ce qu'il fait pour ça? Alors déjà, il a fait capturer un chef sénon qui s'appelle Acco, et il lui fait subir le supplice des Vierges, c'est-à-dire qu'il est battu à mort, hein, ce chef sénon Acco, et après il le fait décapiter. Et cette tête décapitée, c'est comme, si tu veux, ça me fait penser à une sorte de muleta qu'on va agiter devant les yeux du taureau gaulois. Voilà, quelque part, parce que c'était un personnage respecté. À court, on le fait bon exécuter d'une façon assez terrible. Et puis ça n'arrête pas là. Il y a aussi d'autres dignitaires de la Gaule contre qui il prononce la mise sur la loi avec interdiction de l'eau et du feu. Qu'est-ce que ça veut dire, interdiction de l'eau et du feu? C'est-à-dire que on interdit à n'importe quel occupant gaulois de les accueillir, de leur donner à manger, de les héberger. Ça veut dire que c'est le bannissement. Hein, c'est le bannissement. C'est une peine de bannissement qu'on promulgue contre ces gens-là, et en plus on saisit tous leurs biens en même temps. Donc tu parles de quelle catégorie de personnes qui subissent ça? Alors, on ne sait pas. On ne sait pas qui ils étaient, mais forcément, ces peines ont dû être promulguées contre des personnages assez importants de la Gaule transalpine, des dignitaires, enfin des aristocrates, si tu veux, peut-être des chefs hein, gaulois, carrément. Donc, tout ça, c'est pour faire monter la colère, si tu veux. Et quand c'était des gens... Ce sont des provocations. Ce sont des provocations, et comme ces gens ont une certaine influence auprès de leur peuple, ils chercheront à se venger et à monter leur peuple, bien sûr, dans une rébellion générale. C'est ce que je pense. Voilà. Et alors, il s'arrête pas là, parce que bon, il a provoqué, mais ça ne lui suffit pas. Il faut aussi inciter maintenant les Gaulois à passer à l'attaque. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va en Gaule cisalpine. Il passe donc au nord de l'Italie. On est au début de l'hiver, il se dit tiens je vais prendre des vacances là-bas. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Si ce n'est pour inciter les Gaulois à se rebeller, je vois que ça, naturellement. Et en plus, ils se contentent pas de ça, parce que d'habitude, si tu veux, lorsque les légions prenaient en Gaule leur quartier d'hiver, on les plaçait dans les zones qui étaient les plus susceptibles de bouger. On aurait dû les mettre, par exemple, chez les Carnutes, hein, qui étaient un peuple assez belliqueux, et puis surtout où les druides avaient une importance considérable, et ils les incitaient bien sûr à la rébellion. Donc s'il y avait une zone bien sûr qu'il fallait contrôler, c'était chez les Carnutes. Et là on les laisse complètement libres de faire ce qu'ils veulent. On va demander aux légions romaines, enfin c'est Jules César qui demande à ces légions romaines de prendre leur quartier d'hiver, et bien par exemple chez les Rèmes ou chez les Lingones, donc dans des zones qui sont complètement pacifiées, c'est du côté de la Champagne, etc. Ouais. Et puis voilà, on les cantonne là, et avec en plus pour mission de ne pas intervenir dès les premiers, on va dire. Dès les premiers actes belliqueux des Gaulois. Il faut bien les laisser prendre la mayonnaise, tu comprends. Et effectivement, ça va prendre. Ça va prendre parce que là, on va se trouver à Cénabum. Cénabum, c'est la ville d'Orient actuelle. On est donc chez les Carnutes.
Et là, qu'est-ce qui va se produire? Ben, ça va être le signal de la rébellion à Cénabum, puisqu'on va égorger plusieurs négociants romains. Voilà. Il y a déjà la colère du peuple qui est arrivée à son paroxysme. On sait que bon, ben, les légions sont éloignées, que Jules César est en Italie du Nord. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben ça y est, on donne le signal de la révolte. Donc, normalement, les légions, après cette nouvelle de citoyens romains égorgés, elles auraient dû intervenir. Elles ne bougent pas. Elles restent dans leur quartier, dans leur cantonnement, elles ne bougent pas. Première chose. Et ensuite, donc, on va dire, ce signal de la rébellion avec donc l'assassinat de ces négociants romains, la nouvelle va parvenir dans la Gaule entière, parce que tu sais comment ils procédaient pour faire parvenir toutes ces nouvelles d'importance. Il y avait ce qu'on appelle des crieurs gaulois qui étaient situés à des postes stratégiques, on va dire. Et par exemple, de colline en colline, on hurlait la nouvelle et puis ça se répétait comme ça, si bien que en l'espace seulement d'une journée, toute la Gaule est au courant. D'accord. C'est fabuleux. Et j'avais un système de communication là. Pas besoin de incroyable. TF1. Pas besoin de TF1, pas besoin de technologie finalement pour mettre tout le monde au courant. Ah, absolument. Il y avait des crieurs qui étaient placés à des intervalles réguliers. Voilà, la voix qui porte, mais ils savaient où ils se mettaient hein, pour justement que le son puisse bien... voilà. Donc, ça arrive puis des Arvernes, et là, Vercingétorix, qui est donc à Gergovie, il demande déjà à son peuple, aux Arvernes, de se soulever. Alors, rappelons-nous que Vercingétorix était le fils de Celtilios qui a été le chef des Arvernes, mais qui avait été tué par son propre peuple, mis à mort parce qu'il avait voulu être roi. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à souligner chez les Celtes. Les hommes étaient libres, hein, si tu veux, et ils supportaient mal d'avoir quelqu'un qui veuille devenir roi. Bon, qu'il y ait des dirigeants, certes, et des chefs, oui, mais après, accéder à une certaine royauté, ça, il ne le supportait pas. Hein. Donc, Celtilios, c'est ce qu'il avait voulu faire, il a été mis à mort hein, par son propre peuple. Oui, voilà, donc, il voulait avoir un pouvoir, on va dire, absolutiste, un roi un peu dictateur, et là, ça voilà. passe pas. Oui. Surtout qu'il avait déjà, si tu veux, dans son esprit de devenir un peu le roi de toutes les tribus celtes de la Gaule transalpine. Il avait déjà ce projet de fédérer, si tu veux, les tribus et puis d'en être le chef, naturellement. Voilà. Et ça n'avait pas plu du tout à l'époque. Et on rappelle que donc, les Arvernes... donc, juste, excuse-moi Pascal, juste pour... Vas-y. On rappelle que les Arvernes étaient de toute façon en bon terme avec les Romains, de par le commerce, etc. Ah ben, il n'y avait aucun conflit entre eux, hein, au départ, voilà. Parce qu'en fait, en gros, juste pour synthétiser très rapidement, ce que je comprends, moi, de ton exposé qui est vraiment super clair, c'est qu'en fait, tu as certaines tribus qui jouissent, on va dire, du commerce avec Rome, qui s'enrichissent, les Arvernes, les Éduins, et tu as d'autres tribus qui, au contraire, souffrent, le martyre. Et donc, on voit qu'il y a des... Ouais, malheureusement, toute la Gaule n'est pas unie. Il y a certaines tribus qui, entre guillemets, sont un peu, entre guillemets, des collabos, quoi. Hein. Et oui, on peut dire ça au départ. Ça, c'est vrai. Tout à fait, oui. Alors, si bien d'ailleurs que lorsque Vercingétorix, il veut soulever son peuple contre Rome, et ça marche pas. Ça marche pas parce que tu as d'autres dignitaires arvernes qui disent mais nous on veut pas faire la guerre aux Romains, il n'en est pas question. Et ils chassent Vercingétorix. Ils le chassent de Gergovie. Ça c'est un scoop, mais effectivement ça paraît éminemment logique. Ah oui, c'est logique, bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a dans nos têtes les grands héros arvernes. Bon, alors là on va pas se faire que des amis. Mais, bon. C'est la réalité historique là. Au début, Vercingétorix, on fait la révolte. Non, attends, on est pas bien les Romains. Eh ben oui, non, mais attends, le problème en plus, ils n'avaient jamais été en conflit avec Rome. Il n'y avait pas eu un seul légionnaire qui était venu sur leur territoire, tu comprends? Donc, ils n'avaient aucune raison. Traitement de faveur. Traitement de faveur, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais donné aucune raison, si tu veux, à Jules César de leur faire la guerre. Ils n'avaient pas donné de raison. Voilà. Bon, mais c'était comme ça. L'intelligence stratégique romaine aussi
d'avoir des bons rapports avec certaines tribus. Ouais. Et puis Ah ben, surtout avec les Éduins. Les Éduins, ça a été leurs auxiliaires favoris. Jusqu'au moment où on va en venir, ils vont quand même bouger, les Éduins, eux aussi, hein, malgré leur collaboration des débuts. Donc j'en reviens à Vercingétorix, qui est donc banni de la cité de Jargovie. Il est chassé par les autres dignitaires arvernes. Et qu'est-ce qu'il fait Vercingétorix? Ah ben il se démonte pas. Il va recruter du monde, hein, dans le pays, voire un peu aux alentours, et il a à sa disposition une fortune considérable. D'où est-ce qu'elle lui vient? On n'en sait rien, mais il paye avec de l'or, hein. Il paye en or. Et donc tous les miséreux, ils vont rentrer dans son armée, la canaille aussi, parce qu'il y a de tout. Et il revient à Jargovie à la tête d'une armée. Alors là, ce sont les dignitaires qui prennent la fuite, les autres dignitaires arvernes qui s'en vont. Quand ils voient arriver à son armée, ils ont peur. Là, ils foutent le camp. Et le peuple arverne, eh bien, il se rallie finalement à Vercingétorix. Donc Vercingétorix, mieux, il se fait élire roi, hein, roi des Avernes, ce que son père Celtios avait voulu faire avant et il n'était même pas arrivé. Lui, il devient le roi des Avernes, carrément, hein. D'accord. Et non, voilà, donc il se fait élire roi et en plus, il envoie des messagers dans toute la Gaule, hein, dans toute la Gaule, pour leur dire que le moment de la révolte est venu, il a besoin d'hommes, il lève une armée pour lutter contre Jules César. Voilà. Et tout ça, c'est l'année 53. Voilà. Donc toutes les pièces de l'échiquier sont mises en place pour une guerre à outrance qui va avoir lieu en 52. Et on arrive à 52, donc avant Jésus-Christ. Donc Vercingétorix, il monte vers le nord avec une armée assez colossale. Il a aussi comme bras droit Lucter ou Lucterios. Lucterios qui est un cadurque, un chef cadurque, et il envoie Lucter avec une partie de l'armée soulever d'autres tribus, notamment les Ruthènes. Hein. Alors les Ruthènes que je connais très bien parce que c'est chez moi, parce que les Ruthènes, ce sont donc ces guerriers celtes qui vivaient en Aveyron, hein, voilà. Et donc et aussi dans le Tarn, tu avais d'ailleurs les Ruthènes, on les appelait les Ruthènes libres, c'était ceux qui vivaient en Aveyron, et les Ruthènes provinciaux, ce sont eux qui vivaient dans le Tarn. Voilà, une petite précision au passage. D'accord. Et c'est pas des Arvernes alors? C'est pas des Arvernes, mais par contre, ce sont des clients des Arvernes. D'accord. C'est-à-dire que bon, tu as des peuples, hein, qui prédominent, on va dire, en Gaule. Les Arvernes, par exemple, les Éduins, et ils ont ce qu'on appelle des peuples clients. Les peuples clients, ce sont des peuples qui leur sont plus ou moins soumis, si tu veux, hein, voilà. Et les Ruthènes sont des clients des Avernes, voilà. Et parce qu'ils sont voisins en plus, hein, tout à fait. Donc, le plan pour Lucter, c'est de soulever donc notamment les Ruthènes, mais pas seulement, et après de se diriger vers la Provincia. La Provincia, c'est la Narbonnesse, c'est déjà toute une région qui est sous domination romaine, mais depuis déjà pas mal de temps. Donc on menace la Provincia et en même temps on monte au nord. Et Vercingétorix, il arrive dans le pays des Bituriges. Les Bituriges, ben, ce sont les Berrichons, hein, c'est dans le Berry, hein. Et donc, ce qu'il va faire, après déjà quelques échauffourées mais sans vraiment de grands engagements avec les légions romaines, c'est donc pratiquer une politique de terre brûlée. C'est-à-dire qu'on va tout incendier, on va détruire des villages, même des petites villes. Il faut tout raser pour que les Romains ne trouvent aucune victuaille, aucun moyen de subsistance. C'est la politique de terre brûlée. Seulement, là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, parce que d'abord, les Bituriges, quand ils vont arriver vers Vercingétorix, bon, ils n'ont nullement envie d'abord de se mettre sous ses ordres, hein. Ils en appellent aux Éduins. Alors les Éduins, ils vont envoyer un corps de cavalerie à la frontière, mais ils vont pas bouger. Et les légions romaines ne bougent toujours pas, hein, ils sont toujours dans leur cantonnement. Et finalement, voyant qu'ils sont abandonnés quelque part les Bituriges, et bien, ils vont se rallier à Vercingétorix. Pas de gaieté de cœur, mais ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Vercingétorix, il est chez eux, il a une armée colossale avec lui.
Et il se dit bon, ben on va se soumettre à lui et puis on va participer donc à la rébellion à notre tour. Donc commence dès lors cette politique de terre brûlée. Il y a 20 sites que les Bituriges vont perdre et arrive le tour d'Avaricum. Avaricum, c'est la Bourge actuelle. Hein, c'est déjà une cité d'ailleurs très très belle. Hein, à l'époque, c'est pareil. Et ça, et c'est des idées reçues quand on imagine les Gaulois vivent dans des huttes, des choses comme ça. Non, c'est pas du tout ça. Tu avais ce qu'on appelait les vicis, les villages, qui eux étaient constitués de maisons en bois, mais attention, des maisons en bois assez évoluées quand même. Et tu avais après ce qu'on appelait les oppidas, c'est le pluriel d'oppidum. Tu avais donc des cités fortifiées. Mais c'était des villes entières, des villes qui pouvaient contenir entre 10 000 et 100 000 habitants. C'était énorme, hein, c'était vraiment des cités magnifiques. Et avec des artisans de valeur qui travaillaient les métaux. À Varicum, c'était ça. À Varicum, il y avait beaucoup d'artisans qui étaient spécialisés ou dans l'orfèvrerie ou dans les armes ou dans voilà. Je crois que c'était une capitale politique même, non, Avaricum. Je crois que c'était une des Avaricum, politiquement. c'était l'une des cités les plus importantes de Gaule, Ouais. ça c'est vrai. Hein. Le Berry, ouais. Ah oui, Berry, les Berrichons, je crois que on les appelle les ours ou la terre des ours. Il y a un rapport, je sais, avec l'ours, de la racine berre. C'est ce que m'avait dit Jacques Simon, qui est du Berry, justement. Ouais, peut-être. Ça, je ne peux pas te le confirmer. Ouais. Donc, toujours est-il que on arrive maintenant à demander aux Bituriges de brûler Avaricum et donc de partir d'Avaricum, d'abandonner la ville, de la brûler. Brûler leur propre ville. Leur propre ville, bien sûr. La terre brûlée, je veux bien, mais carrément l'oppidum. Enfin, ah oui, non, mais il fallait tout raser. Hein. Alors, entre parenthèses, tout. Entre parenthèses, c'était quand même idiot, puisque n'oublions pas que les Iduins, ils n'étaient pas si loin que ça, et les armées romaines comment dirais-je, donc avaient du ravitaillement par les Iduins. Donc les Romains s'en foutaient royalement de cette politique de terre brûlée qui en fait n'était préjudiciable que pour les Gaulois en fait. Hein, c'était ça. Et donc là, on ne sait pas pourquoi, Vercingétorix s'est dit bon, vous voulez garder votre ville, d'accord, défendez-la, on la brûle pas, restez sur place et défendez-la. Bon, d'accord, ils sont tout contents, Biturion, c'est bon, on va pouvoir construire notre capitale, et puis bon, on a quand même une cité fortifiée qui doit pouvoir résister, il n'y a pas de souci. Et Vercingétorix, donc, il va positionner son armée à 24 km de là, hein, il reste bien en retrait quand même. Hein. Et donc, les Bituriges, donc, ils attendent Jules César qui arrive. Ah, il arrive, Jules César, avec ses légions. Hein. Alors, ce qu'il fait, il commence à faire des travaux préparatoires pour s'emparer de la cité. Alors, ce sont des rampes d'accès, ce sont des... Parce qu'il faut savoir que ces cités-là, elles avaient des murs de 6 mètres de haut quand même. Hein, et puis des murs, c'était une merveille. Les murs gaulois... c'était fait de terre, de poutres et de pierres. C'était pratiquement indestructible. Hein. Les murs gaulois, c'était indestructible. Hein. Ça pouvait, même le bélier pouvait pas les atteindre parce que c'était fait pour absorber les chocs. En plus, c'était une merveille. Hein. La technicité employée par les Gaulois, c'était quelque chose. Et c'est pour ça, c'est une grande civilisation. Il faut pas le perdre de vue. Ça, c'est une très grande civilisation, la civilisation celte, et qui n'a rien vraiment à envier aux Romains. Et donc, il prépare donc tout un tas de préparatifs, machines de guerre, etc., pour s'emparer de la cité. Et il y a déjà des bagarres, bien sûr, entre les Gaulois d'Avaricum qui font des sorties pour essayer de s'attaquer aux machines de guerre, etc. Et puis ils vont résister comme ça pendant un bon bout de temps, pendant près de 2 mois que quand même ils vont résister. Et à un moment donné, Vercingétorix demande à son infanterie de se rapprocher d'Avaricum. Bon, on peut le concevoir, puisque après tout, s'il faut venir en aide aux défenseurs d'Avaricum, c'est même ce qu'il fallait faire. Jules César. C'est bien César qui est en train d'attaquer Avaricum. Et Avaricum, oui, absolument. Les Bituriges se défendent tout seuls. Tout seul pour le moment. Tout seul. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est à 24 km de là.
Et puis il envoie son infanterie à un moment donné pour se rapprocher d'Avaricum. Jules César l'apprend et un soir, il demande donc à je sais pas combien de peut-être 2 légions de le suivre et pour aller à la rencontre donc de cette infanterie gauloise. Mais le problème, il leur fait porter un sac à dos. Pourquoi? Alors qu'ils étaient vraiment très proches. Et lorsqu'on envoie des troupes romaines au combat, ben, les sacs à dos, ils restent au campement. On les prend pas pour aller se battre. Hein. Donc déjà, première chose qui est très bizarre. L'infanterie gauloise, voyant les légions romaines arriver, eh bien, se précipite sur une butte pour se mettre plus ou moins en défense. Jules César les observe un petit moment et puis il dit à ses troupes, demi-tour. On fait demi-tour. Pourquoi? Il aurait pu les exterminer. Non, non, il bouge pas. Bon. Sur ce, arrive enfin Vercingétorix parce qu'il avait envoyé son infanterie, mais lui, il les avait pas suivis. Il était même parti avec toute la cavalerie, on ne sait même pas où. Et il arrive, il rejoint son infanterie. Alors là, les fantassins gaulois, les chefs des Gaulois s'en prennent carrément vers Vercingétorix. Mais pourquoi nous avoir envoyés là? Tu es parti avec toute la cavalerie. Tu reviens maintenant et pourquoi nous avoir mis sous les coups des Romains? Ils auraient pu nous exterminer. Tu nous as même pas laissé de commandant en chef pour nous donner les ordres adéquats. Mais avec Vercingétorix, il se démonte pas. Il a réponse à tout. Et c'est un spécialiste aussi de la rhétorique. Il sait manipuler les esprits comme pas un. Il est très fort pour ça. Et même à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir des valets romains qui ont été faits prisonniers et qu'il a fait habiller en légionnaires. Et ces valets romains ont appris une leçon par cœur. Ils disent donc devant les autres chefs gaulois réunis, ah mais Jules César, c'en est fini, les légions romaines sont affamées, ils ont plus de ravitaillement, la politique de terre brûlée a très bien fonctionné, Jules César dans 3 jours il est obligé de lever le siège. Alors les autres ils entendent ça, ils acclament Vercingétorix, et ils disent oui vous êtes vraiment un grand génie militaire, Vercingétorix, d'un seul coup du trait il passe au statut de héros. Tellement qu'il a bien su manipuler les esprits. Voilà. La manigance était bien faite. Ah, très très bien, très très bien. Et on arrive donc là près du dénouement. Alors, ce qui fait quand même Vercingétorix, il envoie 10 000 de ses hommes à Avaricum, 10 000 fantassins pour aider donc les défenseurs d'Avaricum. Et on arrive au 25 mars où là, c'est l'assaut. Et donc les Gaulois d'Avaricum, ils essayent bien sûr la nuit précédente de détruire des machines de guerre, etc. Mais entre les scorpions qui étaient à la disposition, alors les scorpions c'est des sortes d'arbalètes géantes si tu veux qui envoyaient des flèches gigantesques. Bon, et ils se font massacrer, ils sont obligés de se replier dans la cité et après c'est l'assaut. Et là, juste avant l'assaut, Vercingétorix donne l'ordre à tous les défenseurs masculins, à tous les hommes d'Avaricum, d'abandonner la cité, mais en laissant les femmes et les enfants à l'intérieur. Pourquoi faire ça? Si on peut comprendre, il faut faire fuir les combattants pour les avoir peut-être, les utiliser à une autre occasion. Mais enfin, les femmes et leurs enfants, elles disent mais vous pouvez pas nous abandonner. Elles disent à leurs hommes mais vous pouvez pas nous abandonner, c'est pas possible. Et il y a enfin un tel raffut que en fait tous les soldats gaulois sont obligés de rester dans Avaricum. Et puis donc a lieu le 25 mars la fameuse attaque des légions romaines. Et là, c'est un massacre. Ils vont massacrer en tout 40 000 personnes, hommes, femmes et enfants. 40 000 personnes dans Avaricum qui vont être passées au fil de l'épée et qui vont être égorgées. Alors, là, il y a aussi une chose qu'on ne comprend pas parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'un des buts aussi de Jules César, c'était de faire de l'argent. Or, entre les femmes d'Avaricum qui auraient pu être vendues comme esclaves et se retrouver après dans les lupanards de Rome, entre aussi les artisans d'Avaricum, parce que tu avais des artisans qui étaient réputés, qui étaient très doués en orfèvrerie, etc. C'était des esclaves qui pouvaient être vendus très cher. Mais là, on ne fait aucun quartier. On tue tout. Hein. Les femmes, les enfants, génocide, les vieillards. En fait. Un génocide complet. Romain. Voilà. Exactement. Il n'y a que 800 guerriers gaulois qui parviennent à s'échapper, hein, qui faisaient partie d'ailleurs de l'armée de Vercingétorix. Il n'y en a que 800, c'est tout. Alors,
pour moi, il n'y a qu'une seule explication, c'est qu'il a voulu, Jules César, terroriser la Gaule entière. Parce que le massacre d'Avaricum, ça va se répandre comme une traînée de poudre, et toutes les peuplades gauloises vont être terrorisées maintenant. Hein. Elles vont se dire, dès qu'elles vont voir le moine soldat romain, elles vont se dire, bon, ça va être notre tour, et on le verra tout à l'heure d'ailleurs avec Gergovie. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé à Avaricum en 52 avant Jésus-Christ. Et on arrive maintenant à Gergovie. Alors, juste avant Gergovie, donc tu as, après bien sûr le massacre d'Avaricum, tu as Vercingétorix qui réunit son armée et qui se dirige vers Gergovie pour se mettre en défense dans cette ville qu'il connaît si bien et en plus qui est très facile à défendre parce qu'elle est sur une hauteur, c'est vraiment un bel oppidum où là on peut faire une belle résistance. La région étant montagneuse, c'est parfait pour résister à l'envahisseur romain. Mais le trajet entre Avaricum et Gergovie, alors Gergovie, c'était peut-être du côté de Clermont, hein, pour situer un peu, si tu veux, il y a quand même une longue route à faire. Or, les colonnes de Vercingétorix sont encombrées par des charrois, tu sais, les fameux charrois gaulois, et les armées gauloises se déplacent très très lentement. Les légions romaines vont 2-3 fois plus vite. Hein. Ils ont une technique. Donc, Jules César pourrait rattraper en plein chemin l'armée de Vercingétorix et la détruire. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Au contraire, il donne ordre à ses légions de ralentir la cadence. C'est du jamais vu. Lui qui est un génie militaire, il avait l'occasion de détruire une armée en marche, il aurait anéanti, mais le problème, c'est pas ça le plan de Jules César. Jules César, son plan, c'est terroriser le monde gaulois, c'est casser du gaulois, et autant qu'il le pourra, et aussi s'emparer de richesses, toujours pareil, hein, parce que ce que j'ai oublié de préciser aussi dans Avaricum, ils ont tué toute la population, certes, mais ils se sont emparés de toutes les richesses qui étaient contenues, de tous les trésors qui étaient contenus dans Avaricum. Ils ont trouvé aussi des réserves de nourriture, de blé, enfin bon, ils avaient tout ce qu'il fallait. Bon. Donc, ils laissent tranquillement Vercingétorix arriver jusqu'à Gergovie. Et à Gergovie, ils trouvent d'ailleurs les troupes de Vercingétorix disposées donc au pied de l'oppidum de Gergovie, mais par contre, encore un fait inexplicable, il y a une espèce de colline sur le coche de Gergovie qu'on appelle la Roche Blanche. Et cet oppidum, pardon, cette colline, je veux dire, elle donne accès à une rivière et à des pâturages. Donc, pour le fourrage et l'alimentation en eau, c'était essentiel de posséder cette fameuse roche blanche. Or, bizarrement, Vercingétorix l'a laissé pratiquement déserte. Il y a quelques Gaulois, mais presque rien, quoi. Hein. Donc, on comprend pas. D'ailleurs, la première chose que fait Jules César lorsqu'il arrive sur le site, eh bien, il fait occuper la fameuse Roche Blanche par ses troupes dans la nuit qui suit. Parce que c'était un point stratégique essentiel qu'il fallait posséder. Hein. Et là, Vercingétorix, bizarrement, il a laissé ça. Alors, n'oublions pas que Vercingétorix, c'est pas un idiot. C'est quelqu'un qui est, dès sa plus tendre enfance, il a été formé au métier des armes. Hein. C'est un fils d'aristocrate et en plus, il a reçu un complément d'éducation, d'éducation militaire, grâce à Jules César, dont il était devenu un ami. Il connaissait très bien, en plus, les techniques de guerre romaine, etc. C'était pas un idiot, loin de là. Hein. Il l'a prouvé d'ailleurs à plusieurs reprises. Donc, incompréhensiblement, il laisse donc ce point stratégique libre aux Romains. Bon, d'accord, ok. Alors, par contre, va intervenir après un fait que n'avait pas du tout prévu Jules César. C'est déjà des Éduins qui commencent à se révolter parce que dans ses troupes auxiliaires, il avait une cavalerie éduaine et des fantassins éduins. Il y avait 10 000 fantassins éduins qui étaient du côté de Jules César. Hein. Donc, pour venir l'aider. Ah oui, complètement. Ça, c'est quand même des sacrés traîtres. Ça veut dire qu'ils ont participé au génocide Biturige. Je ne sais pas s'ils ont participé. En tous les cas, ils les ont rejoints pour Gergovie. Voilà, ils étaient partis le rejoindre à Gergovie, ça c'est sûr. Et il avait déjà la. Alors, mais peut-être que tu as raison, mais là je ne sais pas. Là je peux pas affirmer quoi que ce soit. Mais en tous les cas, ce dont tu es sûr, on va dire que non. Mais ce dont tu es sûr, moi ça me choque. C'est qu'en fait, il y a des Éduins
des Gaulois, donc enfin qui sont censés être Gaulois, bien sûr. sont du côté de Jules César pour aller attaquer Gergovie. C'était ses alliés. C'était ses alliés. Mais dis-toi bien que tu avais des tribus celtes qui se faisaient la guerre aussi bien que entre Gaulois et Romains. Donc oui, il y a toujours eu aussi. C'est ça aussi qui a manqué à cette Gaule transalpine. C'est une unité nationale. C'est ça qui leur a manqué. Il n'y aurait pas eu cette concurrence entre tribus celtes s'il y avait eu une unité dès le départ. Les Romains, ils n'auraient rien pu faire. Rien du tout. Mais là, il a profité aussi de ça, Jules César. Hein. Il n'y avait pas vraiment d'entente. Alors ici, il y a eu après une entente qui s'est mise en place, en cette fameuse année 52, hein, où là, vraiment, il y a eu une espèce d'unité nationale qui a enfin vu le jour, mais qui n'arrivera pas, bien sûr, à terme, comme on va le voir. Et donc, quand je te disais, il a déjà avec lui Jules César, la cavalerie éduenne, l'infanterie éduenne, elle est en marche, elle doit le rejoindre. Et tu as quelques cavaliers éduins qui veulent déjà rejoindre la rébellion. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont retrouver l'infanterie éduenne qui est en marche. Ils leur disent voilà, Jules César fait massacrer notre cavalerie. Maintenant, il faut se mettre du côté des rebelles, du côté de Vercingétorix. Alors toute l'infanterie éduenne dit oui, on a été trahi par les Romains, allons rejoindre la rébellion, etc. Jules César qui apprend ça, ça c'était pas prévu. Ça c'était vraiment quelque chose à laquelle il s'attendait pas parce que les Éduins qui étaient ses alliés toujours, là pour le coup, il est bien embêté. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a 6 légions avec lui, hein, Jules César. Gergovie, il en laisse 2 devant Gergovie avec 4 légions. Il va à la rencontre de l'infanterie éduenne. Et là, il leur monte des cavaliers éduins qui sont toujours à ses côtés. Vous voyez, on vous a menti et je n'ai pas massacré votre cavalerie, c'est faux. Alors à ce moment-là, l'infanterie éduenne se range à nouveau du côté des Romains. Voilà. Et après, le temps où il s'était absenté devant Gergovie, il y a eu une attaque gauloise parce qu'il n'y avait plus que 2 légions, donc c'était normal d'attaquer les fortifications, bien sûr, romaines, parce que tu sais, les légions romaines, dès qu'elles arrivaient quelque part, hop, on commençait à faire des lignes de fortification pour se protéger, pour protéger les camps, etc. Et donc, par contre, l'attaque gauloise est assez molle, alors qu'il a des troupes considérables sous ses ordres, Vercingétorix. Et en plus, fait bizarre, c'est que la fameuse Roche Blanche, dont je t'ai parlé tout à l'heure, et qui a été occupée par les Romains, quand Jules César a dû partir à la rencontre de l'infanterie éduenne, il a prévu 4 légions, il a dû donc dégarnir toute la Roche Blanche. Pourquoi ne pas l'avoir occupée à ce moment-là? Ah non, on oublie la Roche Blanche, on s'attaque aux fortifications romaines, une petite attaque un peu molle, et puis c'est tout, pour donner le change, en fait, c'est ça. Et donc, lorsqu'il revient, Jules César, avec ses 4 légions, et les 2 qu'il a déjà sur place, plus l'infanterie éduenne, ah ben c'est bon, il est prêt maintenant à mettre son plan en action. Alors, dans une nuit, il fait partir quelques cavaliers dans la direction de l'ouest, de Gergovie, et avec pour mission de faire le plus de bruit possible, pour faire croire qu'il y a une armée entière qui est en train de se déplacer à l'ouest. Ce qui fait que le lendemain matin, Vercingétorix, il prend avec lui toute l'infanterie gauloise, toute la cavalerie gauloise, il part vers l'ouest, laissant Gergovie sans défense pratiquement. Il y avait juste quelques Gaulois dans le campement, puis c'est tout. Donc il laisse le champ libre à Jules César. Jules César, il t'envoie 3 légions, il t'enfonce ça comme dans du beurre, si tu veux. Hein. Le peu de guerriers celtes qu'il y avait, ben, ils prennent la fuite, forcément. Tu as 12 000 soldats romains qui arrivent avec leur agencement, comme tu le sais. Donc, ils cherchent même pas d'ailleurs à résister, ils foutent le camp. Et arrivé au pied de Gergovie, alors les consignes de Jules César, par contre, qu'il avait donné à ses hommes, c'était de s'arrêter un peu avant le pied de Gergovie, si tu veux. Il fallait juste occuper la place précédemment occupée par l'armée gauloise. C'est tout ce qu'il leur avait demandé de faire. Mais les légionnaires romains sont emportés par leur élan. Et comme ils n'ont pas de résistance, ils veulent prendre Gergovie. C'était pas le plan de Jules César à la base, hein, du tout. Donc, ils arrivent au pied de Gergovie, t'as même des centurions qui commencent à escalader le mur et tout. Alors, la population
elle est terrorisée parce que, n'oublions pas, elle a été informée du massacre d'Avaricum. Et qu'est-ce que l'on voit au sommet des remparts de Gergovie? On voit des mères de famille se dénuder, montrer leurs seins aux Romains, s'offrir aux Romains et les supplier de ne pas toucher à leurs enfants, de les épargner, etc. Il y a une clameur telle qui s'élève de Gergovie que les troupes gauloises qui étaient parties à l'ouest, elles entendent ça et elles reviennent sans même recevoir l'ordre de Vercingétorix. Ils savent bien que Gergovie est attaqué, ils reviennent en masse. Et comme ils se trouvent sur une position un peu dominante, ils déboulent sur ces 12 000 soldats romains. Et eux, ils sont, je ne sais pas combien, ils sont peut-être 60 000, 70 000. Toute l'infanterie gauloise déferle sur les colonnes romaines et ils en font un massacre. Tu as 700 légionnaires et 47 centurions qui tombent sous le coup des guerriers celtes, hein, et ils enfoncent tout. Et en bas de la pente, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la 10e légion qui attend avec Jules César. Alors la 10e légion, c'est un peu la légion d'élite, si tu veux. Il avait prévu le coup, Jules César, il s'est dit, bon, ceux-là, ils vont tenir, donc c'est vraiment le dernier recours. Mais ils enfoncent, et ils sont à 2 doigts d'enfoncer la 10e légion et de s'emparer de Jules César. Retiens bien ça, ils sont prêts à le capturer, Jules César. Et au moment où ils allaient commettre cet exploit, enfin plutôt réussir cet exploit, Vercingétorix les rappelle. Il leur dit, revenez, on arrête là. Pourquoi a-t-il fait ça? Il avait gagné. Il a rappelé à ce moment-là où les tribus celtes étaient vraiment, on va dire, chaudes, entre guillemets, venaient d'exterminer ceux qui voulaient toucher à leurs femmes et leurs enfants dans Gergovie. Oui. Et dans cet élan, ils allaient exterminer la 10e légion d'élite de César et peut-être même arriver à prendre Jules César. Et là, Vercingétorix se dit non, on arrête. Revenez en arrière. Alors là, c'est pareil, ils auraient pu lui dire mais pourquoi avoir fait ça? Mais c'est un acte de traîtrise, carrément, ce qu'il a fait là. Et Vercingétorix, ce beau parleur, il arrive à s'en tirer avec une pirouette. Il transforme une demi-victoire, quelque part, en une victoire magnifique. Il leur dit, on a gagné, c'est magnifique, vous avez vu, vous avez repoussé les Romains, ils ont eu 700 morts, tout ça, c'est une journée extraordinaire pour la Gaule, etc. Il fait oublier le fait qu'il a rappelé ses soldats au moment où ils allaient s'emparer de Jules César. C'est quand même quelque chose. Ouais. D'ailleurs, le lendemain, Jules César, il a remis ses légions à prendre ordre. Il va tenir un emplacement un peu plus éloigné. Il est dans la vallée, il les attend, et puis au bout de quelques jours, bon, il s'en va. Voilà. Donc ça, c'est Gergovie. Hein. C'est quelque chose de. Ouais, tout ça, on le savait pas. Et puis comment tu racontes avec les détails, c'est vrai que on s'y croirait. C'est incroyable, mais c'est également assez choquant. On se met après dans la peau de ces Gaulois qui reviennent chez eux, en fait, parce que beaucoup devaient être Gergovie, pour sauver un peu leur famille. Et dans cette d'envie de justice, et en même temps sachant ce qui s'était passé à Avaricum, on peut imaginer qu'ils étaient, comme on dit, ils étaient subjugués, ils étaient vraiment sublimés. Ils avaient absolument pas peur de la mort et ils auraient pu vaincre des montagnes, et donc de les avoir arrêtés dans cet état d'être dans leur élan, dans cet état, j'ai envie de dire, comme on dit chez nous, berserk, quoi. C'était devenu des vrais berserk, quoi, des guerriers ours complètement transcendés, voilà, je cherchais le mot, et de les avoir rappelés à ce moment-là, c'est vrai que c'est c'est frustrant, hein. Mais non, c'est que qu'est-ce que c'est que ce chef, surtout quand tu nous as... Ouais, bon, tu vas continuer, mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'erreurs tactiques. Ah, mais c'est pas fini. On va arriver au sommet avec Alésia. On a quand même l'impression qu'il y a une manie de laisser des grandes villes à la merci à chaque fois des troupes romaines, quoi. C'est ça, tout à fait. Absolument. Alors là, on arrive bien sûr au bout pratiquement des 8 mois de cette campagne terrible de l'année 52. Et... on arrive pratiquement à Alésia. Il va y avoir juste avant Alésia ce qu'on appelle la deuxième bataille de Bourgogne. Là, tu as toute l'armée romaine qui t'en marche et Vercingétorix décide de l'attaquer. Ça serait pas un mauvais plan. Une armée en marche, attaquer une armée en marche, elle est toujours, si tu veux, dans une position délicate. Donc, attaquer à ce moment-là, c'est une bonne idée. Sauf que Vercingétorix n'envoie que sa seule cavalerie. Il envoie 10 000 cavaliers contre 50 000 soldats romains. Et toute son infanterie, il a avec lui à ce moment-là 80 000 hommes d'infanterie. Il les garde à bonne distance, Vercingétorix, l'arme au pied.
avec l'interdiction d'aller soutenir la cavalerie, qu'est-ce qui se passe? La cavalerie se fait hacher menu. Elle se fait hacher menu. Les légionnaires, ils savent très bien se défendre même lorsqu'ils sont en marche. D'ailleurs, tout le convoi se trouve au milieu des troupes romaines. Dès qu'ils voient les cavaliers gaulois arriver, ben, ils se mettent en formation, comme tu le sais. Ils ont en plus leurs troupes auxiliaires, ils ont leurs archers, ils ont tout ce que tu veux, et ils ont notamment parmi les auxiliaires cette fameuse cavalerie germaine qui est terrifiante. Hein. Les cavaliers germains, c'est des sauvages. Hein. Donc, les cavaliers gaulois se font hacher menu. Hein, donc, mais c'était prévisible. Moi qui suis très au fait, si tu veux, des tactiques, des stratégies militaires, je peux te dire qu'une cavalerie qui est envoyée au combat sans le soutien de l'infanterie, c'est perdu d'avance. On l'a vu notamment pendant la bataille de Waterloo, lorsque le maréchal Ney il a amené derrière lui toute la cavalerie, même la cavalerie de la garde qui a suivi, on ne sait même pas pourquoi. Il n'avait aucun soutien de l'infanterie. Cette cavalerie s'est brisée sur les carrés anglais qui attendaient tranquillement et qui les ont tirés comme des pigeons, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était couru d'avance. Et Vercingétorix, qui était un grand chef militaire, ne pouvait pas l'ignorer. Déjà, aberrant de voir ça, aberrant. Alors après cette défaite, qu'est-ce qu'il fait? Il va se réfugier à Alésia. Alésia, donc, c'est un oppidum, certes, donc c'est une place fortifiée. Seulement, il rentre là-dedans avec 80 000 hommes. 80 000 hommes. Et on sait qu'il y a de la nourriture. Oui, pourquoi se réfugier tout à coup, comme s'il y avait le feu, 80 000 hommes encore, c'est quelque chose. Mais attends, 80 000 hommes dans une cité où il y avait de la nourriture que pour 15 ou 30 jours, c'est tout. Donc, il allait acculer ses troupes à la famine, sciemment. C'était une erreur stratégique. D'ailleurs, un qui a vu, qui n'a pas compris pourquoi il avait fait ça aussi, c'était Napoléon. Napoléon à Sainte-Hélène, en 1819, il dicte ses commentaires sur la guerre des Gaules qu'il est en train de lire, et il dicte ses commentaires à son valet de chambre qui s'appelle Marchand. Mais il dit, mais pourquoi avoir fait ça? Il aurait envoyé 20 000 hommes, mettons, pour aider la garnison d'Alise. On appelait ça Alise aussi, Alésia. C'était largement suffisant. Les 60 000 hommes qu'il gardait, ils auraient dû tenir la campagne ou se mettre, on va dire, à flanc de pente, édifier des fortifications. Et puis, de toute façon, en attendant que les renforts arrivent, il fallait harceler les troupes romaines. C'est ce qu'il fallait faire. Il comprend pas, Napoléon. Il dit, mais Napoléon, c'était le plus grand stratège de son temps. Il comprend pas comment Vercingétorix a pu faire ça. Hein, et moi aussi, quand j'ai lu la guerre des Gaules, j'ai eu la même réaction. Mais pourquoi faire ça? Alors attends, c'est pas fini. Pour se représenter à Alésia, donc c'est un oppidum, donc cité fortifiée, mais derrière Alésia, tu as une colline qui s'appelle la colline de Pennevel et qui donne accès à ce qu'on appelle un plateau couloir. Donc ça, c'est un moyen de s'échapper, si tu veux, très très facile en plus à défendre. D'ailleurs, c'est par cet endroit-là que fait partir les restes de sa cavalerie. Vercingétorix, donc, il donne comme ordre aux survivants de sa cavalerie de partir par là et d'aller réunir une armée de secours en allant donc avertir les tribus celtes que bon, il est prisonnier, enfin prisonnier, pas prisonnier encore, mais il est assiégé dans Alésia, il lui faut une armée de secours. Donc, il fait partir les vestiges de sa cavalerie par cet endroit. Ce qu'il fallait faire aussi, c'est tenir cette colline de Pennevel qui donnait cet accès à ce plateau couloir. Comme je le disais, il aurait dû mettre des troupes gauloises en place pour permettre justement à ces hommes de s'échapper. Mais non, l'infanterie, il la cantonne dans Alésia, il laisse la colline de Pennevel complètement libre, ce qui permet à Jules César de mettre en place sa fameuse ligne de contrevallation. Tu sais, la ligne de contrevallation, ce sont des fortifications que l'on établit tout autour donc de la cité qu'on va assiéger, et donc ils construisent sur la colline de Pennevel leurs fortifications tranquillement, ils sont même pas harcelés, rien du tout, on les laisse faire. Bon, d'accord. Ils se mettent bien, quoi.
Ah Vercingétorix, il fait tout pour faciliter le travail des Romains là. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Donc je te dis, t'as une colline, un point stratégique qu'il ne faut surtout pas lâcher parce que ça permettrait justement aux hommes de s'échapper. Si on arrivait, on était acculé à la famine, on n'en pouvait plus et on pouvait partir, s'échapper encore par là. Et même la population d'Alésia aurait pu s'échapper. Non, non. On enferme tout le monde dans la cité, on laisse les Romains tranquilles pour édifier leurs fortifications. Bon, déjà, incompréhensible. C'est pas fini. On aura vu de tout avec lui. Hein. Donc, non seulement les lignes de contre-vélation sont mises en place, sur 12 km autour, hein, c'est quand même assez conséquent. Donc, Jules César, il a 50 000 hommes avec lui, et puis ce qu'il va faire aussi, il va établir une ligne de circonvallation. Alors, la ligne de circonvallation, si tu veux, c'est dirigé par contre vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'une armée de secours va arriver, et donc on fait des fortifications vers l'extérieur, là, tu vois, pour se protéger de cette armée gauloise qui est sur le point d'intervenir. Et donc moi, si tu veux, pour moi, ce qu'il avait en tête, Jules César, encore une fois, c'était de casser des Gaulois. Ça me fait penser quelque part, tu sais, à la bataille de Bien Dien Phu. Hein. Bien Dien Phu, l'armée française, ils avaient créé un camp pour casser du Viet. D'ailleurs, ça aurait pas bien marché si les Viet n'étaient pas parvenus à hisser des d'artillerie au sommet des collines environnantes. D'ailleurs, ils ont massacré je sais pas combien de Viet à Bien Dien Phu grâce c'était un camp pour casser du Viet. Et là, j'ai l'impression qu'Alésia, c'est un camp fortifié que fait établir Jules César pour casser du Gaulois. Et effectivement, fin août, tu as l'armée de secours qui arrive enfin. Pascal, juste, quand tu parles des chiffres 50 000 Romains, tu le disais, c'est les chiffres donnés par Jules César, non? Oui, absolument. Voilà, donc, on a que ça. Plus, parce qu'on sait toujours que le vainqueur, il augmente toujours l'effectif de l'armée d'en face et réduit le sien. C'est possible. Parce que pour son prestige, ça c'est fort possible. Parce que bon, les Romains, c'est quand même le règne de la quantité sur la qualité. Hein. C'est quand même eux qui ont inventé la centralisation militaire, hein, qui ont inventé le fait de recruter des soldats de tous bords, n'oublie pas que on achète des soldats aux quatre coins du monde, on les habille tous en romains. Ça m'étonnerait que les Romains étaient moins nombreux que les Gaulois. S'ils étaient quand même moins nombreux, ça je te le certifie. N'oublions pas qu'il n'avait que 10 légions avec lui, puisque si 6 légions avaient après fait la jonction avec les légions de Labienus, qui lui de son côté était allé mater les Parisis notamment, hein, donc ceux qui ont créé ceux qui ont donné leur nom à la ville de Paris, si tu veux, parce qu'il y avait une rébellion aussi de ce côté-là. Donc, il a réuni toutes ses forces, et une légion romaine, c'est combien d'hommes? C'est 4000 hommes. Donc 10 légions, ça fait 40 000 hommes. Tu ajoutes les troupes auxiliaires, 50 000. Moi, ça me paraît quand même assez plausible hein, comme chiffre. Hein. Je ne te le cacherai pas parce que ça correspondrait. Hein. Voilà. Enfin, toujours été que l'armée de secours arrive. Il y a 8000 cavaliers dans cette armée de secours, 8000 cavaliers gaulois et 240 000 fantassins. Elle est colossale cette armée, elle est colossale. Mais elle arrive sur un territoire qui a été déjà ravagé. Au niveau des subsistances, ça va être difficile. Et c'est cette armée qu'elle a que quelques jours pour réussir, pas plus, parce qu'après elle-même, elle va être soumise peut-être à des problèmes de famine et tout. 240 000 hommes à nourrir, c'est pas évident. Et comme il y a eu déjà une politique de terre brûlée tout autour, et ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Hein, voilà. Et parmi donc cette armée de secours, on sait qu'il y a 6000 archers rutènes, et les archers rutènes, c'était les meilleurs archers du monde celtique, hein, c'était les meilleurs. Oui, je fais la pub encore pour ma région là, tu vois. Voilà. Donc, pas de problème, vas-y. L'armée de secours arrive. Donc, cette armée rutène, gauloise arrive, cette armée secours arrive. Alors, il va déjà y avoir un combat de cavalerie. La cavalerie germaine va sortir. D'abord la cavalerie romaine, mais la cavalerie romaine étant sur le point d'avoir le dessous vis-à-vis de la cavalerie gauloise, et bien on envoie après la cavalerie germaine qui va faire un massacre. Voilà.
Ce sont des sauvages, les Germains, dans cette histoire. Donc après, bon, il va y avoir encore une attaque qui va échouer. Et puis après, il y a quand même quelques chefs gaulois à l'armée de secours qui sont pas trop cons, on va dire. Et ils voient un endroit qui serait assez facile pour eux d'investir, parce que dans toute cette ligne de circonvallation, il y a on va dire sur la gauche, comme une espèce de colline qui surplombe pas la ligne de circonvallation, mais qui arrive presque au niveau. Donc là, si on fait une attaque de ce côté-là, ça peut marcher. Et effectivement, dans la nuit, ils vont masser leur infanterie. Les archers rutins vont d'ailleurs entrer en action. Ils vont d'ailleurs tuer pas mal de Romains. Et là, Jules César, il commence à être inquiet, tu vois. Il commence à être inquiet parce que il risque d'y avoir un point de rupture. Et si les Gaulois, l'armée secours, parviennent à faire une brèche à cet endroit-là, là, ça peut très mal finir pour Jules César. Donc, il envoie des renforts, etc. Ils arrivent finalement à maintenir. Mais, alors, encore une fois, dans Alésia, n'oublions pas, il y a 80 000 fantassins. 80 000 fantassins. Alors c'est vrai, ils sont très affaiblis parce que ça fait déjà plusieurs jours qu'ils n'ont plus rien à manger. Mais enfin bon, alors Vercingétorix il va faire une sortie. Enfin, pas lui, hein, tu te doutes bien, mais il va envoyer des troupes, mais pas à l'endroit où il fallait. Donc cette colline là, ça s'appelle la colline de Bussy, si je me souviens bien. Donc il fallait attaquer la ligne de contrevallation à ce niveau-là. Pour aider les assaillants, il fallait les prendre dans un étau, si tu veux, les Romains. Et là, ils étaient foutus. Hein. Qu'est-ce qu'il fait Vercingétorix? Il les envoie à l'opposé. Il les envoie à l'opposé. Encore, il aurait eu l'idée de reprendre l'emplacement de la colline de Pennevel pour permettre justement après d'avoir une sortie. Non, 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 non. Il les envoie à l'endroit où ils ont toutes les chances de se faire casser. Encore une fois. Et encore, malgré ça, ils sont tellement désireux de faire bien les fantassins gaulois d'Alésia qui manquent de très peu de réussir leur coup. Il faut que Jules César revienne à cet endroit-là avec encore des renforts pour sauver la situation. Et finalement, bon, la bataille s'arrête là. Les Gaulois n'ont pas réussi à percer, et après l'armée gauloise, elle est exténuée, ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus rien, ils sont obligés de partir. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, lorsqu'un chef gaulois, un chef militaire, Vercingétorix, qui menait cette rébellion, est vaincu, parce que là, c'est fini. Alésia est vaincu, c'est terminé. Normalement, la tradition voulait qu'il se donne la mort. Mais pas du tout. Vercingétorix, toujours très habile avec sa langue, il convainc les autres chefs gaulois de son infanterie de le livrer au proconsul. Il leur dit, ma mort servira pas à grand chose, il vaut mieux que vous me livriez au proconsul, à Jules César, et peut-être que ça va vous apporter quelques clémences si vous faites ça pour vous. Hein. Moi, je dis ça pour vous. Alors, il fait Excuse-moi, j'ai peut-être raté un métro. En fait, donc il décide d'abandonner en fait Vercingétorix. Mais de toute façon, ils sont vaincus. Ils sont acculés à la famine. L'armée de secours est repartie. C'est fini pour eux. Et tu nous as pas parlé, t'as peut-être pas envie d'en parler, de cette histoire où on raconte que Vercingétorix aurait expulsé les femmes et les enfants d'Alésia, les ayant laissés livrés à l'armée de Jules César, César lui aussi les aurait laissés à eux-mêmes. Alors, non, en fait, alors bon, j'en ai pas parlé parce que je peux pas rentrer dans tous les détails, si tu veux. D'ailleurs, je vois que l'heure avance aussi. Ouais. C'est une émission un peu longue, plus longue que je ne le pensais d'ailleurs au départ. Mais si tu veux, il y a bien eu quelques parties de la population civile qui a essayé de fuir, mais elle a été refoulée par les Romains. Donc, ils étaient obligés de rentrer dans les murs d'Alésia à nouveau. Hein. Ils n'ont pas pu s'échapper. D'accord, donc ils les ont bien laissés revenir dans les murs d'Alésia. Oui, tout à fait. Voilà. Parce qu'il y a quand même la propagande moderne, parce que ça, c'est des écrivains modernes. Donc, on devine des Romains ou des gens qui se revendiquent de cet esprit-là, qui te disent que Vercingétorix les a refusés, ses femmes et ses enfants. C'est-à-dire qu'une fois que César lui-même les a pas acceptés, il les aurait soi-disant laissés mourir devant les remparts d'Alésia, c'est-à-dire que les guerriers gaulois auraient laissé leurs femmes et leurs enfants, entre guillemets, mourir devant leurs yeux, devant les remparts d'Alésia.
Non, non, ça c'est Et bah faux. ça, Ça je c'est peux faux. t'assurer, je fais une parenthèse parce que c'est ça, Ouais. c'est les outrages que font des gens de notre époque. Ça, c'est des reportages qui ont été produits, qui peuvent être produits demain. Hein. Ça, c'est un Ah reportage oui, qui a non, été mais produit il y a ça, trois bien quatre ans. sûr. Donc pour te dire que la guerre entre Romains et Gaulois, elle n'est pas terminée. Ah non, mais Tu vois ça ce que c'est je veux sûr. dire? Mais on en paie encore Ouais. si tu veux les résultats de cette guerre. Hein. Ouais. Bon, par contre, il y a une chose que je dois préciser, c'est que la population civile a été plus malmenée quand même que les combattants gaulois parce que la nourriture était réservée aux combattants, si tu veux. C'est-à-dire que Vercingétorix, il a fait saisir les stocks de denrées qu'il y avait dans Alésia pour ses troupes. Hein. Donc, il restait presque plus rien aux civils pour manger, si tu veux. Ils ont été acculés à la famine bien avant les fantassins. Et ça, c'est une réalité. Hein. Ouais, ouais. Mais bon, à la limite, si Donc il tu veux, les a ça peut laissés pas ressortir se en espérant comprendre. que César leur fasse pitié. César les a renvoyés. Ouais, Donc ouais, ils ont ouvert les portes, ils ont repris les civils, mais du coup, ouais. Mais de toute acculés par la façon, le famine, ils problème, ont dû abandonner. eh oui. En plus, n'oublie pas, les gens qui meurent de famine, en plus, c'était dans des conditions d'hygiène épouvantables, parce Ouais, que tu avais 80 000 personnes de trop dans cette cité, tu avais ouais. 80 000 fantassins, dont les conditions d'hygiène étaient déplorables, les maladies ont commencé à se développer, donc tu avais des gens qui mouraient dans les rues et tout, Est-ce qu'ils sont c'était restés combien de horrible. temps déjà là-dedans? Oh, ils sont restés un mois de siège, oui, c'est Hmm. ça, un mois. Ah ouais, donc je te dis, Finalement, sans on est livrer de arrivé. vrais combats, quoi, en fait, en plus. Oui, il y a eu que des escarmouches, sauf si il y a quand même ce. Alors la première sortie qui avait été faite, enfin il y en a eu même deux. Au début, tu as les restes de la cavalerie de Vercingétorix qui avaient essayé dès le départ d'attaquer un petit peu les Romains, mais ils étaient tellement en infériorité numérique, ils n'ont rien pu faire du tout, et c'est pour ça d'ailleurs que Vercingétorix leur a dit de partir, et puis aussi pour aller, comme je le disais tout à l'heure, réunir cette fameuse armée de secours. Après, il y a eu une autre tentative, mais il faut bien voir que les fortifications romaines étaient très bien faites. Tu avais des fossés énormes, tu avais des trous avec des pieux plantés au fond, tu tombais dedans, ben c'est bon, tu étais mort. Tu avais tout un tas de pièges hein, de scieries comme ça, plusieurs lignes, et ce fossé. Et la première sortie qu'ils ont faite, les fantassins gaulois, ils n'ont eu que le temps d'essayer de combler le premier fossé, c'est tout. Parce qu'il fallait passer ce premier fossé, hein, je sais pas, il devait faire, je sais pas, 4 ou 5 mètres de profondeur, et il fallait le combler pour pouvoir après poursuivre le combat. Et après, tu as eu vraiment la dernière résistance d'Alésia avec cette énième sortie qui a été faite au moment de l'attaque du côté de Bussy. Mais au lieu d'aller soutenir l'attaque de l'armée des secours, ils sont allés à l'opposé. Voilà. Donc c'est ça encore. Et puis après, c'était fini. Là, les Gaulois, ils étaient définitivement battus, ils étaient affaiblis, ils n'avaient plus aucune ressource. Ils étaient obligés de se rendre. La reddition d'Alésia était inéluctable. Et donc, comme je le disais, Vercingétorix, il arrive encore à trouver le moyen de se faire livrer au proconsul, de se faire livrer à Jules César. Alors, tu sais, tu as ce fameux tableau qui te représente Jules César, Vercingétorix qui arrive à cheval devant Jules César et qui jette ses armes à ses pieds, etc. Et après, on te raconte officiellement qu'il a été amené en captivité vers Vercingétorix et qu'il aurait fini après le triomphe de Jules César étranglé dans sa geôle, dans sa cellule. Mais moi, je ne pense pas du tout ça, pas du tout. Moi, je pense tout simplement que Vercingétorix a été remercié par Jules César pour ses services rendus. Et moi, j'imagine plutôt, si tu veux, Vercingétorix finir tranquillement ses jours dans une magnifique villa romaine, hein, avait entouré de domaines qui devaient lui rapporter beaucoup d'argent. Et voilà. D'ailleurs, Vercingétorix, tu sais l'image que nous avons de Vercingétorix, avec les longues moustaches, la longue chevelure, c'est faux. C'est fou. Tu prends un stataire, une pièce de 52 avant JC, parce que il avait fait donc frapper énormément de pièces en or Vercingétorix, entre parenthèses, d'où venait cet or. Hein. Ça ne m'étonnerait pas aussi que ce soit Jules César qui lui fournit cet or. Enfin bref. Tu regardes un stataire de 52 avant Jésus-Christ,
à l'effigie de Vercingétorix, et bien tu t'aperçois que ce Vercingétorix en question, il était glabre, il avait les cheveux coupés courts et bouclés, et il avait toutes les apparences d'un patricien romain. Donc il serait allé en Italie, après, il serait passé totalement inaperçu. Ouais, d'accord. Ça, c'est ce que je pense. Voilà. Ouais, bah, ouais, je suis sous le choc là, mais c'est vrai que ton exposé est convaincant. Le problème, c'est que les faits parlent d'eux-mêmes, si tu veux. Hein. Et puis surtout, moi, ce qui me parle le plus, c'est qu'effectivement, lorsque tu es un chef militaire comme ça, que tu engages la vie de dizaines de milliers de tes compatriotes, si tu perds, tu dois effectivement normalement te donner la mort. Enfin, et comme tu l'as dit, c'est dans la tradition. La tradition, Bien normalement, sûr. te dit Tu as le chef vaincu, le chef qui se Prédence. rend, il doit Ouais. se tuer parce que en fait, normalement, un Gaulois, normalement, il se rend pas. Normalement, un Celte, il va au Oui, combat jusqu'à la mort. Il n'est pas bien censé sûr. se rendre. Donc, à la limite que le chef décrète lui que tout le monde se rend pour sauver des vies, ça se comprend. Mais dans ce cas-là, c'est lui qui va à la mort tout seul. Ben oui. Parce Ben, qu'on c'est ce sait que qu'avait dans fait la Prédence. tradition européenne, hyperboréenne, ancienne, que ce soit chez les Grecs ou chez les anciens justement nordiques, germains ou celtes, on a des exemples dans l'histoire où tu as deux tribus qui se rencontrent et puis plutôt que de faire un massacre entre les deux tribus, tu as les deux chefs qui se lancent un défi Oui. mutuel. Ils disent Bien voilà, sûr, c'est oui. les deux rois qui s'affrontent, les deux chefs, et donc il y aura forcément un chef qui va mourir dans l'affaire, mais au moins on épargne des vies. Et donc, il y a C'est toujours sûr. quelqu'un qui doit mourir pour prouver que il n'y a pas de trahison, justement. Et là, en fait, il n'y a pas de combat final. C'est-à-dire, les guerriers celtes, bon, bah, se rendent. Et le chef reste en vie. Donc, il y a comme je dis, il y a transgression de la tradition. Il y a non-respect de la tradition. Et ça, je pense qu'à l'époque, ça a dû faire jaser en Gaule. Parce qu'aujourd'hui, ça a l'air de rien. Oui, genre Vercingétorix a rendu les armes. Mais à l'époque, je pense que déjà, là, tout le monde devait cracher sur Vercingétorix. Ah ben Parce que oui. les gens ne sont pas dupes à l'époque. Et la tradition est quand même encore très vivace, très présente. L'honneur celte, normalement, tu dois donner ta vie pour tes principes. C'est des idéalistes. Donc, de voir le chef qui se rend sans se donner la mort et que la bataille s'est pas terminée sur une bataille à mort, mais ça, c'est Mais vrai que attention, ça- n'oublie pas que Vercingétorix, il a été encore une fois très malin. Parce qu'il a suggéré à ce qu'on le livre. Il a, et oui, il est toujours, si tu veux, dans la manipulation des esprits. C'est ça qu'il faut pas perdre de vue. Il a suggéré au chef de l'infanterie gauloise, qui était encore à ses côtés, de le livrer en leur faisant miroiter que, bon, s'il faisait ça, ben, sans doute que Jules César serait, sans être reconnaissant, peut-être moins cruel à leur égard, tu vois. Et il leur a fait miroiter des... Voilà, bon, il a fait... on est toujours dans cette manipulation mentale dont il s'était avéré être un maître en la matière, Vercingétorix, ouais. ça c'est sûr. Il a dû aller à bonne école lorsqu'il a été formé par Ah les ben avec Romains. Jules César, bien sûr. Voilà. Eh oui. Et je crois Alors que après, oui, j'avais lu quelque chose, je crois que de ta part, tu disais que peut-être aussi Vercingétorix a cherché à venger la mort de son oui, parce qu'il père. faut chercher le mobile du crime, toujours. Il faut Voilà. chercher le mobile. Alors, il y a peut-être l'argent, effectivement, mais moi, je pense que Vercingétorix a été profondément marqué par la mort de son père, Celtios, parce qu'il n'était encore qu'un enfant lorsque Celtios est mort sous ses yeux. Et Celtios, ils l'ont brûlé vif, quand même. C'est une mort atroce. Hein. Donc, je pense qu'il y a ça, quelque part, qui a dû jouer, ce qui fait que, oui, voilà, donc il a peut-être moins hésité, on va dire, à se mettre du côté de l'occupant, en l'occurrence, Jules César, bien sûr, dont il était devenu en plus un ami, il faut pas l'oublier. Donc ça peut être une des raisons qui l'ont poussé effectivement à avoir moins de scrupules, on va dire, pour collaborer avec l'ennemi comme il a fait. Hein, voilà. Disons, c'est une petite excuse qu'on va lui trouver. Ouais, voilà. Voilà. Alors, je vais finir maintenant ma guerre des Gaules assez rapidement et on va arriver à l'année 51 parce qu'il y a encore des foyers de résistance dans la Gaule D'accord. transalpine et la dernière véritable bataille, enfin c'est pas même pas une bataille, c'est plutôt un siège, c'est le siège d'Uxulodunum. Jules César va se déplacer en personne
avec 35 000 légionnaires. C'est pas rien, 35 000. Hein. Et Uxilodunum, ben, tu avais justement le Sénon Drapès et le Cadurque Luctère, qui avec 4000 guerriers celtes avaient trouvé refuge donc dans cet oppidum qui s'appelait Uxilodunum. Alors Uxilodunum, je connais très bien parce que c'est pas trop loin de chez moi. Hein, c'est Cap de Naglo en fait, hein, qui était donc l'ancienne Uxilodunum. Et donc c'était un oppidum qui était situé au sommet d'une colline qui surplombait le méandre de la rivière, donc, et on pouvait l'attaquer que d'un seul côté. Et donc Drapès, lui, il a été tué en allant chercher du ravitaillement pour la cité avant qu'elle soit complètement assiégée, et il est mort avec bien sûr ses troupes. Et tu as quand même 2000 Gaulois qui sont restés dans Uxilodunum et qui ont tenu un siège pendant 2 mois quand même, contre 35 000 légionnaires, hein, tellement que la cité était bien fortifiée et bien protégée sur plusieurs côtés. Alors finalement, tu sais comment ils les ont eu? Ils ont eu raison de la cité en les privant d'eau, parce qu'ils n'avaient accès qu'à une seule source d'eau qui se trouvait au pied de l'oppidum, et les Romains, ils ont réussi à détourner le cours de l'eau, hein, de cette fontaine, et donc privés d'eau, ben les derniers défenseurs d'Uxilodunum ont dû se rendre. Et pour, encore une fois, terroriser la population gauloise, il a fait couper les mains de tous les défenseurs gaulois. Voilà. Donc c'était encore des atrocités pour bien marquer les esprits, et pour surtout que plus jamais un Gaulois n'ait envie de lui relever la tête. Si tu veux, il fallait vraiment les soumettre, et pour ça tous les moyens étaient bons. Alors je voudrais faire une dernière parenthèse, puis là j'arrêterai mon exposé parce que je pense on voit pas le temps passer, nous. T'inquiète pas, on voit pas. Bon, eh ben c'est le principal. Il faut savoir aussi une chose, c'est que la fameuse servitude que va connaître le peuple de France après, notamment sous le Moyen-Âge, hein, parce que tu sais, tu avais les serfs hein, qui étaient attachés à la terre, hein, et avait le seigneur au-dessus qui les traitait comme des esclaves, et pas d'autre. Tout ça, ça vient de là. Ça hein. vient de là. D'ailleurs, n'oublions pas que le mot serf vient du latin servus, qui veut dire esclave. Et donc, du moment que la Gaule a été soumise, là, tu as les grands propriétaires terriens qui ont commencé à voir le jour. Alors, c'était des riches citoyens romains qui venaient s'installer, qui faisaient construire leur fameuse villa, hein, avec des domaines qui n'en finissaient pas. Et les terres étaient travaillées par des esclaves gaulois, tout simplement. C'est toute une population qui a été mise en esclavage. C'est quand même ahurissant de voir ça. Toute une population. Et après, bien sûr, tu as quelques aristocrates gaulois qui ont été tentés de faire autant, bien sûr, que leurs dominateurs romains. Et puis voilà, donc de là est née la fameuse servitude de ce peuple gaulois, et qui s'est poursuivi, on va dire, à travers les siècles dans le futur. Et donc ils étaient attachés à une terre, ils devaient travailler cette terre, et pour un seigneur, hein, sans rien obtenir en échange, à part peut-être le droit de vivre dans quelques masures et vêtu de haillons, et juste de quoi ne pas mourir de faim, et puis voilà. Et il faut savoir aussi que les Gaulois, qui étaient de très très bons mineurs, hein, ils avaient, d'ailleurs c'était à eux qu'on devait bien sûr le travail du fer, hein, l'âge de fer, c'est bien sûr associé aux Celtes, et donc c'était d'excellents mineurs. Ils savaient exploiter les filons d'argent, d'or, de fer, de cuivre, etc. Donc c'est pareil, ils ont servi d'esclaves pour les Romains, pour travailler dans les mines. Et d'ailleurs, on a retrouvé pas très loin de chez moi une plaque du 1er siècle après Jésus-Christ, qui était dédiée à le maître des esclaves des mines du lieu, hein, tu vois, voilà. Donc ça a été vraiment cette guerre des Gaules une catastrophe. Une catastrophe parce que d'abord, la perte d'une civilisation qui était extraordinaire.
la civilisation celtique, c'était une merveille. Et puis tu avais ce principe de liberté entre les hommes, etc. C'était fini après, c'était terminé. Et cette servitude que notre peuple a connue après pendant des siècles à cause de cette guerre des Gaules. Hein, et tout ça pour les aspirations d'un seul homme, hein, Jules César. Enfin, derrière lui, il y a quand même d'un seul oui. homme. Bon. Mais derrière lui, il y a toute une volonté impérialiste de détruire, de piller, de mettre en esclavage les autres peuples. Hein. Je rappelle quand même que l'Italie, bah, elle-même, elle s'est fait mettre en esclavage par Rome. Hein. Ce système romain de servage, ça faisait des siècles que c'était un rouleau compresseur qui était en place. Et Bien bon, sûr. c'est vrai que César il va stigmatiser pour nous, Gaulois, vraiment la personnalité qui a fait ça. Mais derrière, malheureusement, c'est tout un système impérialiste. Bien sûr. Et il faut savoir que autant Jules César a été vraiment, comment te dire, il a été terrible avec les peuples gaulois, autant il était d'une bonté pour les Romains, mais c'était incroyable. Hein. Et puis tu disais Donc, que lui, il avait tout intérêt à réussir un coup de force en oui. Gaule parce que sinon, lui, la justice de son pays l'aurait rattrapé. Donc, Mais c'était plus que ça, parce qu'il avait comme seul objectif de devenir le maître de Rome. Donc il avait quelque part acheté l'amour des citoyens romains, il leur faisait distribuer de l'argent aux citoyens romains. Et il avait fait construire un forum tout neuf, et il faisait faire des festins, de tout. Donc il avait déjà acquis à sa cause le peuple de Rome, on va dire, et sauf le Sénat. Le Sénat, il savait très bien à qui ils avaient affaire. Et par contre, autant il était d'une cruauté envers les peuples de Gaule, mais c'était atroce. C'est atroce tout ce qu'il a fait faire c'est là-bas. Et tout ça pour s'enrichir, et puis aucune pitié pour la Gaule transalpine, aucune pitié. Autant il a su pardonner après même à des gens de Rome qu'il avait, enfin qui s'était opposé à lui au départ. Et de toute façon, comme tu le sais, il a mal fini puisque tu sais comment il a terminé. Ils l'ont assassiné, ils l'ont poignardé, notamment Brutus, qui a la fameuse phrase tout coquet, Philippe, je sais plus ce qu'il lui disait, toi aussi mon fils. En fait, voilà, donc il a quand même mal terminé. C'est quelque part, on va dire, une punition divine, peut-être, on va savoir. ouais. Bon, oui, il s'est fait assassiner aussi. Ouais. Oui, de toute façon, il a très mal terminé. Moche comme époque. Ah, très moche, ouais, très moche. Mais je te dis, moi, ce qui me donne surtout, c'est de voir cette disparition de toute une civilisation là, parce que c'était très beau, c'est très très beau. La civilisation celte, c'est magnifique. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Une civilisation vraiment à part entière qui était justement beaucoup plus basée sur l'honneur, sur la morale, sur la vie simple, sur les relations humaines, d'où aussi la tradition orale, parce que ça nous oblige à communiquer entre nous. Le fait de ne pas écrire aussi, il faut pas l'oublier. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, si je pouvais ajouter... Oui, pardon, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Ah bah moi, c'était juste pour conclure, donc je te laisse si t'as pas fini. Non, c'est bon. Après, c'est vraiment... c'est pas hors sujet, mais enfin bon, j'allais reparler des druides, mais bon, vas-y. Ouais, bah moi, ce que je voulais ajouter par rapport à vraiment ton superbe exposé, hein, tu reviens quand tu veux sur Pagan TV, franchement, je pense que tu vas être très très apprécié, Pascal, aussi bien dans le professionnalisme, hein, tu nous as appris des tas de choses, la façon de raconter, c'était vraiment génial. On sent la passion, on sent l'homme qui connaît et qui vibre en même temps. Et franchement, moi, ça me fait vraiment également personnellement très plaisir de t'avoir accueilli. Et pour nourrir ton superbe exposé, moi, ce que je dirais, c'est que ce que je retiens aussi de cette période, c'est que ça s'est mis en place quand même sur des décennies avant. Il y a eu une sorte de corruption de l'âme de certains Gaulois, parce que j'oublie pas Jules César qui disait que les guerriers les plus difficiles à battre, c'était les Belges et les Germains. Et surtout, il parlait des Belges, parce que lui, c'est surtout les Belges qu'il a attaqué. Il disait les Belges, c'est les guerriers les plus farouches, ils sont imprenables. Pourquoi ? Parce qu'ils refusaient le commerce avec Rome. Ils étaient restés totalement fidèles à la tradition, c'est-à-dire qu'ils ne buvaient l'alcool que dans les événements sacrés, c'est-à-dire dans les fêtes sacrées. Tout ça a été organisé par les druides, mais l'usage de l'alcool n'était pas banalisé. Alors qu'avec le commerce du vin à très bon prix, les Romains vendaient le vin à très bon prix en Gaule,
l'abondance de vin a fait que l'usage de l'alcool est devenu, comment dirais-je, banalisé. Et Oui, du c'est coup, ça. c'est ce qui en ressort des analyses des textes de César et des anciens, pas que de César d'ailleurs. On voit qu'en fait, c'est la culture romaine en fait qui a le luxe et le confort, et donc l'usage du vin de façon banalisée, alors qu'avant l'usage de l'alcool était sacré, on va dire, c'est réservé aux fêtes, hein, et qui a fait qu'à mon avis, il y a certains Gaulois qui ont commencé à sortir un peu de la tradition authentique de leurs ancêtres, certaines valeurs qui se sont un peu évaporées. Et on l'a vu avec, on va dire, les Éduins et les Arvernes aussi, d'une certaine façon. On a vu qu'ils avaient des rapports commerciaux avec les Romains. Et du coup, bah, ça a semé la zizanie, tout ça. Ça a commencé à corrompre un peu l'âme de la Gaule. Et je pense que finalement, César a pu faire tout ça aussi. Et c'est même pas aussi, c'est parce que déjà, il a réussi à corrompre une partie de la Gaule par l'importation de la culture romaine. Je pense que c'est une belle leçon de morale pour nous aujourd'hui. Je pense, hein, c'est mon analyse, parce qu'aujourd'hui, la France est dans une situation particulière aussi. Et on remarque, encore une fois, il y a une certaine acculturation. Et moi, ce que j'ai remarqué par rapport à, si on peut dire que le vin en abondance a été un peu le marqueur de la culture romaine qui vient, qui vient acculturer la société traditionnelle, hein, que l'on loue. Eh bien, aujourd'hui, la France d'aujourd'hui, elle est, je pense, acculturée, et le cœur des Français est corrompu. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, hein, mais vous savez que moi, de toute façon, j'ai fait ma chaîne, c'est pour dire ce que je pense, certainement pas pour séduire. Je pense que c'est le cannabis qui, aujourd'hui, dans la France moderne, corrompt l'âme française, et qui fait que on est acculturé par. Et pour moi, le produit symbole de la corruption et de l'acculturation qui vient de l'étranger, je pense que c'est le cannabis. Voilà. Deux époques totalement différentes, mais malheureusement deux méthodes assez similaires. D'abord une acculturation, et pour moi le symbole c'est ça, c'est la fumette aujourd'hui, malheureusement. Voilà. C'est mon opinion. C'était ma petite conclusion personnelle. C'est une opinion qui se défend très bien. Voilà, mais écoute, non, c'est tout ce que je voulais préciser peut-être, c'était pour rebondir un peu sur les druides, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, leur enseignement était uniquement oral, mais il faut quand même savoir que les druides savaient très bien écrire, hein, et d'ailleurs, pour eux, pratiquer des langues aussi comme le grec, comme l'hébreu, comme le népontien, c'était une évidence, hein. Et d'ailleurs, je sais qu'au niveau des tout ce qui était livres de contes qu'ils tenaient pour des tribus, par exemple, tout était écrit en grec ancien, hein. Donc, et puis ils avaient aussi bien sûr l'écriture ogamique aussi, hein. Mais les ogames, là, c'était davantage utilisé après pour faire de la divination quelque part, hein, les ogames, voilà. Donc c'était vraiment des gens très très cultivés, les druides. D'ailleurs, il fallait 20 ans pour faire un druide, hein. Alors là, c'est pareil. Quand on voit l'acharnement de César, et pas que de César, parce que ceux qui lui ont succédé, ils se sont acharnés à faire disparaître les druides, parce que ils étaient aussi le symbole de toute une culture qui était d'une richesse absolue. Et ça a été une perte aussi dramatique, la perte des druides, hein. Voilà, c'est ce que je Tout à voulais fait. dire en mot de la fin, si tu veux. Bah, Voilà. c'est super, c'est un super mot de la fin qui va me permettre de rebondir et de dire que bah, tu m'avais donné l'autorisation de publier un de tes articles sur mon site pagans.eu. Donc je vais le faire avec plaisir, du coup. Et oui, sur les Celtes. Voilà. Et justement, en lisant un de tes articles, tu disais que, à juste titre, que c'est Aristote, le philosophe hellène, hein, lui-même, Aristote, qui disait que pour lui, la philosophie était née chez les barbares, hein. On sait qu'à l'époque, ça voulait simplement dire étranger. Et il avait dit que c'était les Gaulois, enfin les druides, qui avaient été les instituteurs des philosophes hellènes, quoi. Pour être très précis, il a dit exactement ceci, Aristote. La philosophie a commencé chez les Celtes et la Gaule a été l'institutrice de la Grèce. Voilà. Ce sont les termes exacts d'Aristote. Bah, c'est magnifique. Comme quoi on avait une culture Ah extraordinaire, oui, et comme extraordinaire. quoi le début du problème est venu, je pense, hein, d'avoir abandonné un peu cette culture. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui avec ma chaîne, bah, je suis ravi de mettre en avant la culture traditionnelle, de mettre en avant la culture et de dire voilà, il faut garder une culture.
Et c'était en tout cas un plaisir, Pascal, vraiment, de t'avoir reçu. Ton exposé était vraiment exceptionnel. Je te remercie. Donc, et plaisir partagé. D'accord, ce sera avec plaisir. quand tu veux, si tu as un autre sujet qui te tente, il n'y a pas de problème. Moi, je vais publier donc avec ton autorisation un de tes articles sur le site pagan.eu. Et puis donc, bah, tu reviens quand tu veux. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Voilà, je peux Avec pas dire plaisir. plus. Bah, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Au revoir à tous. Merci et vive la Gaule, vive les Gaulois.